Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Mon nom est Clément Marianne et avec mon acolyte Franck Poirot, on vous emmène à la rencontre des entrepreneurs d'outre-mer. On vous propose de parler d'entreprise, d'innovation, d'investissement, d'indépendance, à travers le témoignage de femmes et d'hommes créoles qui ont eu l'audace de se lancer. Nous échangerons avec eux sur leur parcours, leurs succès, mais aussi leurs erreurs, leurs échecs et de la particularité d'entreprendre dans les DOM. Allez, c'est parti, on vous emmène avec nous. Pour ce premier épisode de la saison 2, on a voulu jouer la carte de l'originalité en vous proposant un format un peu différent, un peu plus long qu'à l'accoutumée. On vous amène à la rencontre de Thomas Lapra, ancien propriétaire d'une salle de sport à Toulouse, qui a tout vendu pour rentrer sur son île à La Réunion, en famille, et y devenir coach sportif. Thomas nous parle de ses études et de sa formation de coach, de ses débuts comme salarié et de son envie grandissante de se lancer à son compte. Il nous partage sans filtre les montagnes russes émotionnelles de son projet et nous lâche, au passage, quelques précieux conseils. Allez, le cadre est posé, l'échauffement est terminé, place à la séance et pour cela, on accueille le coach Thomas. Alors bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de la saison 2 du podcast des entrepreneurs d'outre-mer. Pour ce premier épisode, en ce début d'année, c'est le moment des bonnes résolutions. Alors on a eu envie d'accueillir un invité qui rentre pile poil dans cette thématique. On a la chance d'accueillir Thomas Lapra. Thomas, comment il est ? Elle est là ou même? Elle est là. On est aussi bien sûr avec Clément. Clément, quoi de neuf ? Écoute, ça va, très très content de commencer cette année de manière sportive. Ça nous met dans des bonnes conditions et moi personnellement en particulier. Les fêtes ont été bonnes, à ce que je comprends. Exactement. Les fêtes ont été bonnes, la fin d'année a été bien mouvementée, ce début d'année aussi bien mouvementé pour le podcast. Et là, je pense que ça va vraiment nous faire du bien, un bon coup de boost, une bonne remise en énergie pour démarrer. Alors, je propose qu'on commence tout de suite et que, sans jeu de mots, on mette tout de suite les deux pieds dans le plat. Et en parlant de plat, Thomas, si tu étais un plat des îles, tu serais lequel et pourquoi ? Alors, si j'étais un plat, bonne question. Alors, pas un plat en tant que tel, mais je serais des sarsives. Je sais pas si, enfin, je suppose que vous connaissez c'est quoi les sarsives, mais je sais pas si tous les auditeurs savent ce que c'est. Donc, les sarsives, c'est une viande de porc marinée dans une sauce un peu sucrée-salée. Et à La Réunion, on mange ça surtout au moment de fête, justement, ou ça peut être aussi dans des petits camions-bars sur le bord de mer, en regardant le coucher de soleil. Voilà, pour moi, c'est un petit peu ma Madeleine de Proust. J'adore les sarsives, quoi. Je pourrais en manger tous les jours, mais c'est aussi le fait que j'en mange pas très souvent, qu'à chaque fois quand j'en mange, je suis vraiment content. Et il faut faire combien de squats pour éliminer une sarsive ? Ah, il faut en faire beaucoup plus que vous pensez. Beaucoup plus que vous pensez, ça c'est sûr. On aura l'occasion d'en parler. Je crois que dans les épisodes de l'année dernière, on n'a pas eu ça, sarsive. Donc, petite nouveauté à ton actif. Ok, alors on continue ton portrait créole. Tu nous as donné le plat que tu serais, en tout cas un plat que tu affectionnes. Maintenant, si on devait retenir un lieu que tu aimes, qui t'inspire, qui te ressource, ce serait lequel ? Je vais pas être original, hein, mais j'ai pas un lieu en particulier. Pour moi, c'est vraiment La Réunion, quoi. J'ai vécu longtemps en métropole et là, je suis revenu sur mon île cette année et je la redécouvre encore plus qu'avant. Et ce qui est belle avec cette île-là, c'est que voilà, il y a tout qui est apporté, quoi. On peut être à la plage, à la montagne, voilà, en moins d'une heure. Et voilà, il y a des cascades, il y a vraiment tout dans un tout petit endroit et elle porte bien son nom d'île intense. Après, en restant à La Réunion, pour trouver un lieu plus précis, ce serait peut-être Mafate. Donc Mafate, c'est un cirque à La Réunion. On est vraiment isolé du reste du monde parce qu'il y a pas de route, on peut y accéder que à pied. Et voilà, quand on y est, on est en pleine nature, on est coupé de tout et c'est vraiment ressourçant, quoi.
C'est marrant parce qu'au mois de septembre dernier, j'avais la chance d'être rentré à La Réunion une petite semaine et on est allé à Mafat. On a fait la nouvelle. Et je sais pas, moi, tu me parles de Sarcive, ça me fait penser tout de suite Sarcive et Bouchon, tu vois. Et Ouais. du coup, là, tu me parles de Mafat, je me revois arriver à la nouvelle avec la petite boisson et la petite barquette de Bouchon, la ligne de crête totalement dégagée. Ouais. Je, je, Non, je, c'est top. je suis d'accord avec le choix du lieu. Alors, on a ton plat, on a ton lieu. Maintenant, une musique. Alors, un titre ou un style de musique de manière générale. Bah après, mon style de musique, moi, je suis plutôt rap. Et il faut quand même avouer qu'à La Réunion, on n'est pas du tout fort en rap. Du coup, là, j'ai pas d'artistes locaux ou créoles vraiment que j'affectionne dans cette catégorie-là. Euh, voilà. Après, de manière générale, moi, les rappeurs que j'aime bien Damso, j'aime bien Nekfeu, j'aime bien, voilà, plutôt rap français. Et après, si je devais choisir une musique, euh, là, je bug un peu. Alors, je vais aller je vais parler par rapport à moi. Du coup, je vais même pas être dans du rap français. Je vais, je vais choisir un son de Kanye West, que je savais même pas que c'était Kanye West qui chantait ça. Ça s'appelle Slow Jams. Je sais pas si vous connaissez Slow Jams. C'est un son voilà, plutôt doux, plutôt où il est en featuring avec Twista, c'est un rappeur qui rappe hyper vite. Et j'ai découvert ça quand j'étais au collège. Je comprenais rien du tout aux paroles, mais c'était un son que j'écoutais quasiment tous les jours. Et du coup, bah, les gens de mon entourage qui connaissent ce son-là, bah, ils savent très bien que c'est moi qui les a fait découvrir ce son-là parce que c'était vraiment quelque chose que j'écoutais tout le temps, tout le temps. Voilà, du coup, si vous avez l'occasion, Slow Jams de Kanye West, voilà, c'est pas mal. Ben, moi, j'avoue, tu me fais découvrir. Là, je connaissais pas. Peut-être Clément. Non, moi, je viens de taper sur YouTube pour l'écouter tout à l'heure. Et pourquoi ce son-là? Parce qu'il n'y a pas longtemps aussi, j'ai regardé le documentaire Netflix sur Kanye West. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, c'est en 3 épisodes. Et justement, on parle là ici d'entrepreneuriat et c'était vraiment ce Kanye West, hein, même si aujourd'hui il est très controversé, mais il a un parcours qui est quand même assez incroyable, quoi. Ok. Tu sais, moi, j'adore commencer les épisodes par le portrait créole parce que, mine de rien, ça apporte vraiment des informations un peu sur le profil, tu vois, de la personne qu'on est en train d'interviewer. Et là, tu vois, on a Sarcive et Kenny West, tu vois, dans le même, dans le même portrait. C'est clair. Non, c'est intéressant. Donc merci Thomas pour ce portrait créole qui nous a permis d'en savoir un peu plus sur toi. On a envie d'en savoir davantage. Alors je passe la parole à Clément qui aura quelques questions à te poser par rapport à ton parcours. Ok. Yes, merci Franck. Alors Thomas, merci déjà pour cette intro qui nous met en condition. Est-ce que tu pourrais nous dire pour nos éditeurs déjà ce que tu fais aujourd'hui et ton parcours qui t'a amené jusque-là? Alors, bah déjà, merci, hein, enfin, je suis content d'être ici, hein, le plaisir est partagé. Alors aujourd'hui, bah, moi je suis coach sportif à distance. C'est-à-dire que j'accompagne les gens vers leur objectif physique. Donc, peu importe l'objectif physique, que ce soit de la perte de poids, que ce soit de prendre du muscle, que ce soit d'être en meilleure santé. Après, moi, je suis quand même plutôt intéressé par tout ce qui est grosse transformation physique. Voilà, quelqu'un qui me dit qu'il a juste 2 kilos à perdre, bah, ça va pas m'intéresser. Ou quelqu'un qui me dit qu'il veut juste se sentir bien, mais sans que ça se voit plus que ça va pas non plus m'intéresser. Moi, c'est vraiment voilà, la transformation, d'avoir un avant-après qui soit quand même incroyable à voir, mais surtout mais que ça reste aussi important, bah, que ça a un impact important dans la vie des personnes. Voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Et du coup, quand je parle d'accompagnement à distance dans le coaching sportif, souvent quand je dis ça, les gens pensent que je suis derrière ma caméra à faire du sport, à faire du toutou youtou derrière ma caméra et que l'autre personne fait son sport en même temps. Donc en fait, c'est pas du tout ça. Donc je vais surtout m'occuper
voilà, de la partie sportive, de lui créer des séances d'entraînement, que ce soit à la salle ou que ce soit à la maison, et également m'occuper de la partie voilà, un peu diététique, de voir comment mieux s'alimenter pour que la personne puisse atteindre son objectif, que ce soit pour de la perte de poids ou pour de la prise de masse musculaire. Alors, comment j'en suis arrivé là? Alors, déjà, j'ai toujours aimé le sport. J'ai toujours aimé le sport depuis toujours, hein. J'ai commencé le baby gym, j'avais 3 ans. Voilà, j'ai touché un peu à tout. J'ai fait un petit peu de basket, mais pas longtemps. J'ai fait un petit peu d'athlétisme. J'ai fait du hip-hop. J'ai fait de la gymnastique. Voilà, j'ai fait pas mal de choses, mais sans jamais vraiment me spécialiser. Je me suis jamais spécialisé dans une discipline au point de dire ah il est trop fort dans cette discipline. Mais voilà, mais j'avais toujours ce goût pour l'activité physique. Au collège, j'étais un élève plutôt bon. Bon, j'avais de bonnes notes jusqu'à la quatrième où ça commençait à dégringoler. Mais voilà, mais toujours dans le sport. D'ailleurs, j'étais dans une classe. Enfin, j'ai fait tout mon cursus du collège en spécialité sportive, ce qui faisait qu'on avait 2 heures de sport en plus. Arrivé au lycée, là, pareil, j'ai continué. Il y avait toujours une option sportive, du coup, j'étais dans cette option-là. J'ai fait un, j'ai fait un lycée ES, hein, ça n'existe plus, il me semble, aujourd'hui, hein, ces filières, donc économique et sociale. Pourquoi économique et sociale? Parce que j'étais nul en maths, donc je ne me voyais pas aller en S. Euh, littéraire, je ne me voyais pas du tout aller dans un métier littéraire. Et du coup, par défaut, c'était un peu ES, c'était un peu, voilà, tu sais pas trop quoi faire, tu vas en ES. Euh, et même au lycée, je savais toujours pas finalement quel métier j'allais faire parce que j'étais plutôt bon élève, j'avais pas de mauvaises notes ou quoi, mais je me voyais pas faire de métier finalement. Et du coup, l'étape Parcoursup, ça a été un peu compliqué parce que je savais pas trop. Et, euh, et du coup, en repensant à ce que j'aimais, voilà, c'était toujours le sport. Et du coup, c'est comme ça que j'ai décidé d'aller en STAPS. D'ailleurs, c'était mon seul choix Parcoursup, hein. Normalement, je crois qu'on peut mettre 3. Je crois que j'ai mis que celui-là, ou alors les 2 autres, je m'en rappelle même pas parce que c'était vraiment insignifiant et que je comptais vraiment pas dessus et que je voulais vraiment aller en STAPS. Et du coup, STAPS, là toujours, là c'était vraiment le kiff au niveau et à la fois de l'ambiance, à la fois des cours. Voilà, j'ai vraiment kiffé mon petit parcours en STAPS. Mais je savais finalement toujours pas vraiment quel métier faire. Du coup, quand tu aimes le sport, ce qui te vient en tête, c'est de faire professeur de PS, hein, parce que voilà, à l'époque, voilà, moi je connaissais pas vraiment beaucoup, enfin je connaissais pas du tout le monde du fitness. Je connaissais que le monde du sport, soit en club ou soit via le cursus scolaire. Du coup, logiquement, pour moi, c'était normal de me dire bon Thomas, tu vas être professeur de PS. Du coup, j'étais parti j'ai fait ma L1, ma L2 à La Réunion. Et puis, pour la L3, j'ai décidé de venir en métropole pour faire ma L3 d'éducation motricité, voilà, ce qui est la filière pour pouvoir ensuite préparer le concours pour être professeur de PS. J'avais aucune raison légitime d'aller en métropole parce que j'aurais pu très bien faire ma L3 à La Réunion. Mais voilà, en tant que Réunionnais de notre génération, voilà, ça nous a tous démangé de quitter voilà, le petit caillou pour aller voir voilà, le grand monde. Et du coup, c'était vraiment voilà, par curiosité, par envie d'aller voir autre chose que j'ai décidé pour ma 3e année d'aller en métropole. Donc, je suis venu en métropole, j'ai continué donc ma L3 STAPS. Là, sur cette année, c'est une année qui est assez cruciale parce que c'est là où on commence à faire les premiers stages sur le terrain, donc en collège ou en lycée, en tant que professeur, stagiaire de PS. Et c'est là que je me suis pris une grosse claque parce que j'ai vu que les élèves que j'avais, ils s'en foutaient complètement du sport, qu'ils n'en avaient rien à faire et que tu étais plus là à faire la police pendant 2 heures. Et en plus, moi, j'étais tombé dans un lycée pro avec des élèves plutôt on va dire en difficulté, mais c'est pas forcément le bon terme. Mais voilà, par exemple, moi, j'avais tout juste 19 ans, mais j'avais des élèves qui étaient plus âgés que moi. Même en taille, ils étaient beaucoup plus grands que moi. Et voilà, et je devais faire de l'aérobic ou comment on appelle ce cours-là,
bref, des cours avec de l'acrobatie, j'ai oublié le terme, mais voilà, des cours comme ça, ils en avaient rien à faire. Et du coup, ça a été vraiment une très mauvaise expérience de stage. Et c'est là que j'ai fait le bilan, que je me suis dit, ben voilà, si ma vie, ça va se résumer à faire la police sur des cours avec des élèves qui en ont rien à faire du sport, et que moi-même, je fais même plus de sport, alors que moi, de base, j'aime bien le sport, mais là, on a tous ce cliché du prof de sport avec le gros ventre qui dit juste allez, faites-moi 3 contre terrain et lui, il faut rien du tout. Et je me voyais pas du tout finir comme ça, quoi. Et du coup, grosse remise en question. Et à partir de là, j'ai commencé aussi à lâcher un petit peu les études. Du coup, j'ai foiré ma L3. J'ai même pas cherché à valider ma L3. Bon, après concours de circonstances, moi j'ai eu aussi un décès dans ma famille sur cette même période et du coup, bah, ça m'a pas aidé au niveau des études. Mmh. Mais voilà, dans tous les cas, je me voyais pas du tout être professeur de PS, quoi. Et du coup, bah voilà, une année de loupé, je redouble, grosse remise en question, parce que pour moi, c'était ça le seul plan, quoi. Pendant toute ma scolarité, voilà, je savais que j'aimais le sport, je me voyais être professeur de PS, et je voyais pas d'autre issue que ça, quoi. Du coup, beaucoup d'hésitation. J'ai hésité à aller à l'armée, j'ai hésité à refaire un BTS dans d'autres domaines qui finalement ça me plaisait pas plus que ça, et voilà, j'étais un petit peu perdu. Et là, par hasard, je découvre que dans ma fac, il y a une licence qui s'appelle licence professionnelle des métiers de la forme. Donc, en fait, c'est une licence pro voilà, pour devenir coach, pour travailler dans le monde du fitness, voilà, entre guillemets. Et, euh, et ça, j'avais pas pensé avant. J'avais pas pensé avant. Pourquoi? Parce qu'à La Réunion, cette filière-là, elle n'existe pas. À l'époque où du moins j'étais à La Réunion, il y avait pas de BPGEPS. Le BPGEPS AG2F, c'est le diplôme sur un an pour devenir coach sportif. Il n'y avait pas non plus de DUST, métier de la forme. Donc ça, le diplôme sur 2 ans pour devenir coach également. Et il n'y avait pas non plus cette licence. Et du coup, quand on est à La Réunion, on pense même pas être coach sportif parce qu'il n'y a même pas les formations pour devenir coach sportif. Chose qui a changé aujourd'hui, heureusement. Mais du coup, c'est pour ça qu'à l'époque, à part être professeur de PS, prof de sport en collège ou lycée, je ne me voyais pas faire autre chose. Et du coup, en découvrant ça, bah, là, je me suis dit, ah, bah, finalement, c'est ce qu'il me faut parce que je vais être amené à faire du sport pour des gens qui ont envie de faire du sport et qui sont vraiment en demande. Et là, ça n'a plus rien à voir avec quand tu es au collège et que tu subis le cours de sport si tu n'aimes pas ça. Et du coup, bah, je me suis lancé dans cette licence. Dès que j'ai passé mon diplôme, il faut savoir que je me suis fait opérer de l'épaule. Je me suis fait opérer de l'épaule parce que j'avais des problèmes à l'épaule. Et à l'époque, à Toulouse, je jouais aussi au football américain et ça ne m'a pas non plus aidé avec mon épaule. Donc grosse opération. Donc, j'étais immobilisé, le bras en écharpe. À l'époque, j'étais beaucoup plus fin que maintenant hein, parce que je n'étais pas encore vraiment intéressé par la musculation. Et du coup, bah là, c'était vraiment la panique parce que voilà, je me dis, bah merde, je suis soi-disant coach sportif. Déjà, le fait que tu viens tout juste d'être diplômé, bah, tu as aussi un peu ce syndrome de l'imposteur parce que oui, tu as le diplôme, mais tu n'as pas l'impression d'être compétent. Et j'avais le bras en écharpe. Moi, quand je fais pas de sport, je perds encore plus de poids parce que si je fais pas de sport, j'ai pas d'appétit et je mange pas. Du coup, j'avais dû perdre voilà, entre 6, 7, 8 kilos facilement. Du coup, j'étais vraiment tout maigre. Et là, je me retrouvais à déposer des CV, le bras en écharpe dans différentes salles de sport, ben voilà, pour dire, voilà, prenez-moi en tant que coach sportif. J'étais pas du tout crédible. Et voilà, je sais pas pourquoi, il y a une salle qui m'a dit, bon, bah, ok, c'est parti, on t'embauche. Et voilà, je me suis vraiment éclaté dans ce métier. Alors après, la différence des coachs sportifs, moi, je faisais surtout, comment dire, enfin, vu que mon diplôme, la licence professionnelle, c'est pas le diplôme le plus classique pour être coach sportif, j'avais pas cette formation sur tout ce qui est cours collectif, tout ce qui est step, body attack, body combat, ces cours comme ça. Moi, je connaissais pas du tout. Nous, notre diplôme, il était plus axé sur tout ce qui est voilà, prise en charge du client. Et il y avait aussi une petite notion d'entrepreneuriat parce que c'était aussi à destination un peu de ceux voilà, qui seraient peut-être intéressés par monter une boîte ou quelque chose comme ça. Mais cette partie-là n'était pas vraiment développée, quoi. Alors juste avant de nous parler de cette première expérience là de coach bras cassé en plus, les choses ont bien changé. Tu vois, c'est intéressant de repositionner en fait un peu dans le temps. Justement, tu disais, tu étais étudiant à La Réunion, tu savais pas quoi faire et tu n'avais pas
tu n'avais pas d'informations sur le monde du fitness, sur le monde du coaching. Je pense que c'est intéressant de rappeler à nos auditeurs, ça se situe à quelle période, parce que entre maintenant et tu vas nous dire, c'était il y a plus de 10 ans, les informations et l'accès aux informations n'étaient pas du tout la même. Yes, carrément. Alors moi j'étais en STAPS à La Réunion dans les années 2000, que je dis pas de bêtises, ouais 2008. Donc 2008, 2009, je suis venu en métropole en 2010. Et c'est vrai qu'à cette période, le fitness, c'est pas le fitness qu'on connaît aujourd'hui. Déjà, La Réunion, voilà, pour ceux qui étaient, il y avait beaucoup moins de salles de sport, hein, les My Gym, les fitness parks, tout ça, ça n'existait pas du tout. C'est vrai. Les Keep Cool et compagnie, ça n'existait pas. Et pareil, et même aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux, sur YouTube, voilà, il y avait personne qui parlait fitness. Thibaut InShape, il était même pas encore là. Il y avait vraiment personne. Le fitness, la musculation, c'était vraiment plutôt à destination, ben voilà, le stéréotype qu'on a des personnes qui font de la gonflette, qui sont voilà dans leur coin à prendre des produits bizarres. Voilà, c'était ça un peu que les gens avaient en tête des salles de musculation, et c'était vraiment réservé à une niche et pas du tout aujourd'hui et comme ouais, pas du tout aujourd'hui comme voilà, à monsieur, madame, tout le monde. Aujourd'hui, voilà, tout le monde veut se mettre au sport parce qu'on a conscience que c'est bien pour la santé. Et puis aussi, sur les réseaux, ben, voilà, l'influence du fitness est de plus en plus présente. Et du coup, ça s'est démocratisé, quoi. Donc voilà, du coup, salle de sport à Toulouse, donc voilà, coach à Toulouse. Et voilà, bah, je m'éclate quand même dans ce que je fais, voilà, à accompagner les gens. Du coup, mon rôle dans les salles de sport, c'était surtout de faire les premiers programmes voilà, pour le nouveau adhérent. Du coup, lui montrer les machines, voir un petit peu c'est quoi son objectif. Et après, faire la surveillance sur le plateau de musculation, voilà, de m'assurer que si je vois quelqu'un qui fait n'importe quoi, je vais aller le voir, je vais lui donner des conseils. Et voilà, c'était un peu ça mon rôle à cette époque-là, vu que je touchais pas trop aux cours collectifs. Excuse-moi, quand tu as commencé, tu avais toujours l'écharpe ou pas? J'avais toujours l'écharpe quand j'avais commencé. Du coup, les gens, là, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, les gens, ils venaient pas trop me demander de conseils parce que voilà, j'étais tout mec, j'avais un bras dans le plâtre. Du coup, je faisais les programmes aux nouveaux, mais à part les nouveaux, c'est vrai que c'était compliqué pour moi d'aller vers les autres parce que voilà, tu avais des mecs qui étaient beaucoup plus Golgoth que moi. Et le souci, c'est que même si je voyais qu'il faisait un mouvement de merde, si j'allais lui parler et lui dire, bah là, sur ton mouvement, attention, tu peux te faire mal, voilà, il va me regarder avec des gros yeux et me dire, voilà, t'es qui pour me dire ça, quoi. Et limite, si j'avais pas le t-shirt, sur mon t-shirt, c'était écrit coach derrière, mais s'il n'y avait pas écrit coach derrière, ben, quelqu'un qui rentre dans la salle, il pouvait pas deviner que c'était moi le coach, quoi. Et mon problème d'épaule, ça a été un peu une vraie révélation pour moi parce que de par mon problème d'épaule, c'est là que j'ai commencé à faire un peu plus sérieusement de la rééducation. Et qui dit rééducation, j'ai commencé à me mettre aussi un peu plus sérieusement à la musculation. Parce qu'à l'époque, moi, la musculation, ça m'intéressait pas plus que ça m'intéressait plus dans l'optique musculation plus prépa physique, performance. On va dire tout ce qui touchait à musculation esthétique. Voilà, moi, j'associais ça vraiment à de la gonflette, que ça sert à rien d'être musclé. Voilà, si t'es pas sportif, voilà, si tu fais pas du rugby, du football ou quoi, t'es pas de la musculation, ça te sert à rien, quoi. Et avec la rééducation, j'ai commencé à être plus assidu à la musculation et j'ai pu aussi mettre en pratique tout ce que moi j'avais vu en cours sur l'année précédente. Et vraiment d'appliquer ça et du coup d'être efficient dans mon entraînement, d'appliquer toutes les méthodes que je connaissais. Et sur cette année-là, en 1 an, j'ai pris une douzaine de kilos, dont vraiment quasiment que du muscle, et je suis resté sec avec 10 kilos de plus, quoi. Et c'est là où justement tous les gens qui étaient dans la salle, ceux qui me parlaient pas du tout au début, ils venaient me voir pour me demander des conseils. Et il me disait même, il y en a même qui disaient est-ce que tu peux me faire un programme? Mais je veux pas un programme, je veux ton programme. Je veux le programme que tu as fait là pour devenir comme ça, quoi. Et ouais, après, bien sûr, ça amène beaucoup plus de confiance d'avoir voilà, d'avoir ce corps-là beaucoup plus fort, d'être plus légitime. Mais mes connaissances, elles n'avaient pas changé à ce moment-là. Et c'est ça qui est dommage, c'est que malheureusement, le monde du coaching, du fitness, on se soucie beaucoup de l'apparence du coach. On se dit que si le coach est musclé, c'est que ça doit être un bon coach. Mais si le coach n'est pas musclé, c'est que ça doit être un mauvais coach. Alors que ça n'a rien à voir. Après, bien sûr, il y a quand même
un petit rapport entre les deux, mais c'est pas totalement vrai parce que voilà, j'ai pas acquis plus de connaissances en étant musclé qu'à l'époque où j'étais tout maigre, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant comme point. Alors après, comment ça s'est passé? On va essayer de raccourcir un peu. Bah après, dans ma salle où j'étais, bah, j'avais de plus en plus de responsabilités. J'ai commencé même à proposer des idées de cours collectifs que la salle ne proposait pas à l'époque, sachant que comme j'ai dit au départ, moi à la base, j'ai même pas de vraie formation de cours collectifs. Et c'est comme ça que j'ai amené les premiers cours de HIIT, donc HIIT, donc c'est des cours cardio, renfo, où on va alterner un temps d'effort très intense avec un temps de récup. Par exemple, 30 secondes, on fait des montées de genoux, on récupère 30 secondes, on récupère. Là, ce que je dis, ça peut paraître une banalité parce que je pense que beaucoup de gens connaissent ce format de cours. Mais là aussi, à l'époque, quand j'ai proposé ça, on devait être en 2012. En France, ça n'existait pas du tout, ce genre de cours. Il n'y avait aucune salle de sport en France qui proposait voilà, des cours d'intervalle training, des cours de HIIT. Et du coup, alors peut-être qu'il y en avait, mais c'était vraiment minime. En tout cas, à Toulouse, sûr, il y en avait zéro. Et du coup, j'ai été un des premiers à Toulouse, en tout cas sûr, peut-être en France, ça je ne sais pas, à proposer ce genre de cours en salle de sport. Après, ça se faisait déjà depuis longtemps aux États-Unis. Dans le fitness, on a, à l'époque, même c'est peut-être encore vrai aujourd'hui, on avait au moins 10 ans de retard par rapport à ce qu'ils faisaient aux États-Unis. Et voilà, il y a toujours eu ce retard-là. Donc, du coup, j'ai commencé à prendre ça a commencé à cartonner. J'ai proposé aussi des cours de TRX. Je ne sais pas si le TRX, vous voyez ce que c'est. C'est des sangles, enfin, si vous devez savoir, mais vous ne savez peut-être pas que ça s'appelle TRX. C'est des sangles avec des poignées qu'on peut accrocher soit à une porte ou à un arbre. Okay. Et on peut faire des exercices avec du poids de corps, des tirages, des exercices comme ça. Donc là aussi, ça n'existait pas, ça existait très peu en France. Donc j'ai commencé à proposer ces cours-là. Et voilà, et je voyais que finalement, j'avais de bonnes idées parce que voilà, les cours que je proposais à l'époque, voilà, ça marchait bien et les salles étaient vraiment remplies par rapport à d'autres cours qui existaient depuis plus longtemps dans cette salle-là, quoi. Et voilà. Et du coup, alors, j'essaie de retracer le cheminement. Donc, j'ai travaillé dans cette salle pendant un peu plus de presque 6-7 ans. Presque 6-7 ans. Et arrivé un moment où moi, j'avais envie de monter ma propre salle parce que je voyais qu'est-ce qui marchait pas plus que ça dans la salle où je bossais actuellement. Il y avait des choses qui me dérangeaient, mais moi, juste en tant que simple employé, j'avais pas le pouvoir de changer les choses et c'était pas non plus à moi de chercher à changer les choses. Et puis, j'étais pas non plus dans cette démarche-là parce que voilà, moi, j'étais salarié, voilà, on me paye à la fin du mois que je bosse bien ou que je bosse pas bien. Et du coup, j'avais quand même mon petit confort de salarié. Mais voilà, mais j'aspirais à autre chose. J'avais envie d'aider un peu plus les gens. Et ce qui me dérangeait, justement, je voyais beaucoup de personnes s'inscrire à la salle et des gens qui venaient régulièrement tous les jours. Mais malgré ça, les gens n'avaient pas plus de résultats que ça. Et je voyais même des gens prendre du poids alors qu'ils venaient quand même régulièrement. Prendre du poids, mais pas du muscle, c'est ça? Voilà, ils n'allaient pas forcément sur les bons cours. Et puis à la maison, c'était catastrophe au niveau de l'alimentation, j'imagine. Mais voilà, mais finalement, la salle de sport où j'étais, c'était plus on inscrit l'adhérent et après, voilà, il est inscrit, on s'en fout qu'il ait du résultat ou pas du résultat, c'est pas vraiment notre problème. Et à part le premier rendez-vous où on faisait le programme pour l'adhérent, qu'on montrait les machines, à part ce premier rendez-vous, finalement, il n'y avait pas vraiment grand-chose derrière, quoi. Et du coup, j'ai eu cette idée, j'ai eu cette envie de monter ma propre salle où ça allait être une salle de sport, on allait vraiment se concentrer sur le résultat du client et qu'à partir du moment où la personne a pris un adhérent dans ma salle, de mettre tout en place pour qu'il y ait du suivi, pour que cette personne elle atteigne son objectif. Et voilà, qu'elle achète du résultat et pas qu'elle achète juste un service à une salle de sport avec des appareils. Voilà, je voulais aller plus loin que ça, quoi. Et c'est comme ça que je suis arrivé à monter ma propre salle, ma salle de sport Airfit proche de Toulouse, à Saint-Orens. Donc, je l'ai montée en 2018. Donc là aussi, pour ouvrir cette salle, ça a été quelque chose. Après, je ne sais pas si tout ce détail-là vous intéresse de l'ouverture de la salle ou pas. C'est surtout ce détail-là qui nous intéresse. Ok. Alors, après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai eu cette idée, j'ai eu cette envie de monter la salle en fin 2015. C'est-à-dire qu'à partir de fin 2015, c'était vraiment dans ma tête de me dire, bon, c'est parti, Thomas, tu ouvres ta salle de sport. Où j'étais vraiment déterminé, j'étais sûr que c'est ça que je devais faire.
Et j'ai monté ma salle de sport finalement en fin 2018. Et du coup, on voit quand même que voilà, il y a eu beaucoup d'années et que la route a été longue, quoi. La route a été longue. Ce qui a été compliqué dans un premier temps, déjà, ça a été de trouver un local. Et à chaque fois qu'on trouvait un local, qu'on expliquait le projet, de par aussi ma jeunesse, parce que voilà, 2015, j'avais quoi? J'avais 25 ans, et dire que je vais ouvrir une salle, que c'est même pas une franchise, que c'est une création d'entreprise, il y a pas beaucoup de personnes qui peuvent faire confiance à un petit jeune de 25 ans. Du coup, ça a été grosse galère pour trouver ça. Et à chaque fois qu'on trouvait un local, finalement, il y avait toujours un pépin par la suite, et on perdait le local, on en retrouvait un autre. Mais ce qui était bien, c'est qu'à chaque fois qu'on retrouvait un nouveau local, finalement, on se rendait compte qu'il était encore mieux que le précédent. Et on le perdait, on se disait, oh là là, merde, on a perdu vraiment la pépite. Et on trouvait un local et il était encore mieux, ou il était encore moins cher, ou il était encore mieux situé. Et du coup, à partir de ce moment-là, quand on perdait un local, on était moins dégoûté parce qu'on se disait, bon, finalement, peut-être qu'on va trouver mieux, quoi. Alors, je dis on parce que voilà, moi, cette salle, je l'ai montée avec un associé. Je l'ai montée avec un associé. Et il y a aussi ma compagne qui n'avait pas à ce moment-là le statut d'associé, mais qui a toujours été présente aussi pour me soutenir là-dedans. Voilà, donc si j'utilise on, voilà, je fais référence surtout à ma compagne et aussi à mon associé qui était là sur le début. Et après, ce qui a été compliqué aussi, ça a été de trouver une banque qui suit. Et là, pareil, à chaque fois, c'était on est trop jeune, ou alors on a vraiment. Moi, j'avais vraiment pas de sous sur le compte, j'avais même pas. Voilà, moi, j'ai toujours vécu en flux tendu. J'ai jamais eu à l'époque cette logique d'investisseur. Du coup, voilà, peu importe que j'avais 2000, 3000, 4000 euros sur le mois, tu peux être sûr qu'à la fin du mois, ce sera zéro et on attend la paye d'après, quoi. Du coup, voilà, à la banque, j'avais rien à montrer, j'ai pas de patrimoine, j'ai pas d'appart, j'ai pas de maison, j'avais rien du tout. Du coup, ça a été compliqué. Voilà, la chance que j'avais un peu là-dedans, c'est que en France, il y a une salle sur ce concept-là qui existe, qui était une salle indépendante également. Et du coup, moi, je suis allé voir cette personne-là. Voilà, je suis allé lui poser des questions, je suis allé récupérer des chiffres, je suis allé voilà, montrer que même si ça n'existe pas, à part lui, il y avait que lui qui faisait ça en France, même si ça n'existe pas, c'est que c'est un concept qui est viable, qui marche. Et aux États-Unis, là, toujours pareil, aux États-Unis, des salles comme je faisais, comme je voulais faire, il en existait des milliers. Mais voilà, mais les banquiers, avec leur œil de banquier, voilà, eux, ils veulent les chiffres, ils ne comprenaient pas forcément le concept, sachant que ce qu'ils ne comprenaient pas non plus, c'est que mes tarifs d'abonnement étaient assez élevés. L'abonnement, au mois, on était sur une centaine d'euros. Là où les Basic Fit commençaient à débarquer fortement en France, où ils proposaient des abonnements à 19, 29 euros. Et du coup, même là où on voulait s'implanter, il y avait des Basic Fit, il y avait des Fitness Park. Et ils nous disaient, comment vous voulez vendre un abonnement à 100 euros, 129 euros, alors que vous êtes dans une zone où il y a des Basic Fit, où il y a des Fitness Park. Mais justement, moi je disais, c'est même tant mieux parce que c'est tant mieux s'il y a des Basic Fit, des Fitness Park, parce que ces salles-là, les gens n'ont pas de résultats et c'est plus probable que que ces clients dans ces salles-là viennent chez moi plutôt que l'inverse. Mes clients qui sont chez moi, ils iront jamais chez un Basic Fit ou un Fitness Park parce qu'on n'est pas du tout sur le même service, quoi. Voilà, du coup, finalement, j'ai trouvé une banquière qui a bien voulu me suivre. Voilà, j'étais content. Et après, c'était de continuer la démarche dans tout ce qui est voilà, qui est administratif, dans tout ce qui est voilà, trouver vraiment le local, signer signer le bail, des choses comme ça. Donc tout commençait à bien se passer, sauf que alors je sais pas, non, je vais pas commencer comme ça. Alors du coup, ce qu'il faut savoir, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour bien avancer dans mon projet, parce que moi je suis quelqu'un quand même j'ai de bonnes idées, mais dans la pratique, je suis plutôt lent. Je suis plutôt lent parce que j'ai tendance à beaucoup procrastiner, j'ai tendance à beaucoup réfléchir, j'ai tendance même quand je suis dans l'action, à pas chercher à être rapide parce que voilà, je me dis, bon, il y a quand même le temps. Et du coup, je travaille toujours dans ma salle de sport, dans la première salle de sport où j'étais employé, et je voyais que j'arrivais pas à être productif pour me lancer réellement dans mon projet. Du coup, volontairement, j'ai démissionné, on a fait une rupture conventionnelle. Comme ça, je pouvais avoir plus de temps pour me consacrer sur mon projet. Voilà, j'étais au chômage, j'avais un peu moins de sous, mais voilà, pour moi, c'était pas bien grave pour me lancer à 100% dans mon projet.
Et sur cette période de temps où j'étais au chômage, je me suis dit, bon, j'ai pas encore ma boîte, j'ai pas encore de numéro SIRET et compagnie, mais je vais commencer à communiquer sur ma boîte, sur mon projet, sur l'ouverture de ma salle. Et du coup, j'ai commencé à faire des cours en extérieur. J'ai commencé à faire des cours en extérieur, des cours gratuits. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, mon parcours, l'essence même de ma salle de sport, c'était de proposer des transformations physiques rapides, c'est-à-dire de perdre 6 kilos en 5 semaines, par exemple. Ça, c'était vraiment on va dire notre formule phare, juste pour attirer le client. Après, on faisait pas que ça, mais c'était, voilà, venez perdre 6 kilos en 5 semaines. Mais le souci, c'est que si à l'époque, tu disais ça, tu disais, on te connaît pas, tu vends du rêve, il y a aucune chance que ça va marcher. J'étais personne, et du coup, je pouvais pas tarifer, je pouvais pas vendre ça alors que j'étais personne. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai dit ça, j'ai dit, j'ouvre un programme pour perdre 6 kilos en 5 semaines, gratuit. Mais gratuit, il y a vraiment gratuit, il y a zéro pièce. Et du coup, on faisait des réunions d'information, on distribuait des flyers en ville. Aujourd'hui, on se rend compte que distribuer des flyers pour ça servait à rien, que c'était pas du tout la bonne approche. On en parlait autour de nous à nos copains et compagnie. Et on faisait des réunions d'information pour essayer d'avoir un premier groupe, d'avoir au moins une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de personnes qui seraient motivées pour faire du sport dans la semaine, changer leur alimentation pour perdre du poids. Et c'est comme ça qu'on a une vingtaine de personnes, dont au moins 18, c'était des gens qu'on connaissait déjà. Et le deal pour participer, c'était de s'engager à venir 4 fois semaine sur les séances de sport. Nous, on leur donnait des recettes. Il fallait qu'ils suivent les recettes pendant les 5 semaines. Et on n'avait pas de salle. Et du coup, on faisait les cours en extérieur. On faisait ça à 6 heures le matin, en extérieur à 6 heures le matin. Même en hiver, il y avait une période où on était en novembre, on a eu du moins 2 degrés dans le noir complet parce qu'à 6 heures, il fait pas très jour. Et on était là à faire des jumping jacks, des squats à 6 heures le matin. Et on faisait un autre cours pareil le soir à 18 heures ou 19 heures. Et tout ça gratuitement. Et voilà, et du coup, les gens ont commencé à avoir un petit peu de résultats et on a pu utiliser ces résultats-là pour faire des petites photos avant-après, mettre sur notre Facebook et montrer, regardez, un tel a perdu du poids, un tel a perdu du poids. Et du coup, pareil, on relance une deuxième réunion d'information et cette fois-ci, on a réussi à avoir un petit peu plus de monde, dont des gens qui ne nous connaissaient pas du tout et on continuait comme ça petit à petit. Et sur ce principe de challenge, de challenge de moins 6 kilos en 5 semaines, là, on a commencé à mettre en place un système de chèque de caution. C'est-à-dire, OK, vous êtes motivés, nous, on est là, on est là pour vous. Donc, la caution s'étend. Si vous faites tout bien, que vous arrivez à atteindre le challenge, que vous perdez vos 6 kilos en 5 semaines, on vous rend la caution, vous avez perdu votre poids, tout le monde est content. Par contre, si vous engagez pas sérieusement, si vous venez pas 4 fois, si vous n'atteignez pas non plus l'objectif, et là, la caution, par contre, on la garde. Et du coup, c'était aussi une double motivation pour eux parce que, et de un, ils voulaient perdre du poids, et de deux, ils n'avaient pas envie de perdre de sous. Ils savaient que ça marchait parce qu'ils ont vu les résultats d'avant. Et du coup, c'était plus facile d'avoir du monde. Et aussi, l'engagement pour ces personnes-là était aussi un peu plus important. Et nous, ce qui nous intéressait vraiment, c'était pas du tout d'encaisser les cautions. C'était d'avoir le maximum de bons résultats d'avant-après pour pouvoir être recommandé et ainsi de suite. Et du coup, on a fait ça toute une année sans salle de sport. Mais pendant cette année-là, on continue à chercher des locaux, on continue à faire avancer le dossier et tout ça. Mais ce qui faisait que notre page Facebook aussi, elle grossissait. On n'avait pas encore de salle de sport, j'avais déjà plus de 1000 abonnés sur Facebook. Pour l'époque, c'était quand même pas mal. Et voilà, on avait déjà un nom, on était déjà un petit peu connu sur Toulouse, quoi. Et voilà. Et arrive le moment où finalement, on arrive à trouver un local, on arrive à trouver une salle de sport. Je signe le bail. Je vais commencer à aller acheter du matériel parce que le prêt a été validé. Ma banquière, elle m'a dit c'est bon pour le prêt parce que je venais tout juste de trouver un autre local. Enfin, je vais essayer de recontextualiser. En fait, tout mon dossier, je l'avais fait sur un local. Le dossier a été validé sur ce local. À la dernière minute, il y a un nouveau local qui est arrivé qui était plus intéressant, qui était une ancienne salle de sport. Du coup, zéro travaux à faire. Et du coup, je dis à ma banquière, finalement, on va changer de local
Comme c'était pas le même loyer, au niveau des chiffres, ça changeait et tout ça. Mais comme il n'y avait pas de travaux, finalement, ça s'équilibrait. Et du coup, je demande à ma banquière, est-ce qu'on peut valider le projet sur ce local? Ma banquière, elle me dit, OK, on valide sur ce local. Et le lendemain qu'elle me dit qu'elle valide, moi, je signe le bail. Et 2 jours après, moi, je suis sur la route. J'ai loué un camion pour aller acheter du matériel que je venais de réserver sur une vente aux enchères. Donc, je suis dans mon camion, dans les embouteillages. Et là, je reçois un appel. Oui, bonjour, monsieur Lapra. C'est un tel. Je ne connaissais pas du tout cette personne. C'est pour vous dire que finalement, le prêt ne va pas vous être accepté. Alors que moi, à ce moment-là, j'ai déjà acheté le matériel à la vente aux enchères. Là, j'allais pour le récupérer. J'ai déjà signé le bail de la salle de sport. J'ai déjà engagé un stagiaire. J'ai déjà signé le contrat de ce stagiaire pour qu'il bosse avec moi. Et là, je suis dans mon camion. C'est même pas mon camion, dans les embouteillages. Et il y a une femme que je connais même pas qui me dit votre prêt, il est refusé finalement. Et là, je commence à, voilà, je sors de mes gonds, je commence à engueuler la nana. Je dis, mais comment ça se fait? Voilà, ça fait plus d'1 an que je suis suivi, machin, tout était bon. Euh, voilà, du coup, je comprenais pas trop et je pense qu'elle non plus, elle comprenait pas plus que ça. Elle me disait, ouais, mais finalement, on a re-regardé les chiffres, on a re-regardé le projet, il y a des choses qu'on comprend pas, tout ça. Et du coup, j'ai commencé à l'insulter. Moi, j'ai dit, je veux voir votre patron parce que voilà, toi, tu m'annonces ça, mais je vois très bien que tu comprends rien du tout à ce que tu es en train de me raconter. Donc, je veux voir ton supérieur et qu'on en discute. Et du coup, j'ai réussi à décrocher un rendez-vous. Et en fait, ce qui s'est passé, faut comprendre que le lendemain, ma banquière, elle a eu un problème de santé. Elle était en grossesse à risque. Et du coup, arrêt de travail et mon dossier il est parti dans une autre agence. Et l'agence qui ne me connaissait pas du tout, ils n'ont rien compris au dossier, ils ne comprenaient pas pourquoi mes tarifs étaient élevés, pourquoi je m'implante à tel endroit. Le local, ce n'était pas le local prévu initialement. Et du coup, ils m'ont dit, ce programme, c'est du n'importe quoi. Du coup, j'arrive chez le banquier. Donc, c'était le big boss de toutes les agences de la région toulousaine. Donc, je commence à lui réexpliquer tout ça tranquillement. Et la chance que j'avais à ce moment-là, c'est que j'étais sur mon plus gros challenge, mon plus gros challenge en extérieur où j'avais eu le plus de monde parce que justement, j'avais déjà annoncé que la salle de sport allait ouvrir. J'étais de plus en plus connu. Et je crois que sur ce challenge-là, j'avais entre 60 et 80 personnes. Donc tout ça, toujours en extérieur. Et 60-80 personnes. Et à cette époque, les chèques de caution, ils étaient à 200 euros ou 250 euros. Mais sachant que le taux de réussite, il est quand même élevé. Et, ce qui fait que même si, là, si vous faites 80 fois 200 ou 250, ça chiffre vite. Je suis pas très bon en calcul mental, mais ça chiffre très vite. Et moi, tous ces chèques de caution, je les avais avec moi parce que le challenge, il n'était toujours pas fini. Du coup, je commence à causer tout ça et je parle un peu de mon programme, de ce que je fais. Et là, je sors mon petite enveloppe, je sors tous les chèques de caution, blam, comme ça, en vrac sur la table. Et là, je vois le big boss, il regarde avec ses gros yeux, il voit des 200, des 250, il comprend pas, tu vois. Moi, je suis un petit jeune de 26 ans, machin. J'ai dit, voilà, là, parce que moi, en plus, mon prêt, c'est ça le pire. Mon prêt, je demandais, je crois à l'époque, je demandais 30 000 euros. 30 000 euros, quelque chose comme ça. Okay. 30 000 ou ouais, même pas plus. Je crois que c'était 30 000 ou 25 000 ou quelque chose comme ça. Et il voit tous ces chèques de caution. Donc, voilà, il y en avait peut-être pour plus de 12 000, 15 000, je sais pas, vous faites les calculs. Et voilà, je vous dis, moi, je vous demande 30 000 euros. Là, en un mois, en un challenge, regardez tout ça. Et voilà, la limite, il commençait à bégayer. Alors, monsieur Lapra, on va reprendre depuis le début. Est-ce que vous pouvez bien tout m'expliquer? Et du coup, finalement, je passe mon temps à tout expliquer. Il comprend. Et du coup, il me dit, OK, c'est OK pour le prêt. La seule carotte, enfin, le seul bémol il y a eu le petit bémol, du coup, il a baissé le prêt de 5 000 ou de 10 000 euros ou quelque chose comme ça parce qu'il a dit, je vois que vous en sortez très bien. Du coup, finalement, comme il y a moins de travaux, tout ça, enfin bref, il a réussi à faire en sorte que le prêt soit un petit peu plus bas. J'ai dit, de toute façon, voilà, j'avais plus d'autres solutions. J'ai dit, OK, et c'est parti, quoi. Du coup, victoire et j'ai pu vraiment commencer mon activité dans la salle, quoi. Donc voilà pour la petite histoire. Et du coup, en décembre 2018, on a pu ouvrir la salle, sachant que décembre 2018, et moi, j'ai eu mon premier enfant en novembre 2018, quoi.
Du coup, ça a été deux choses qui sont arrivées en même temps. Donc, à la fois ma petite fille, à la fois la salle. Et voilà, ça a été une année, une année assez chargée, quoi. Ouais, moi, j'ai quelques questions. Parce que tu dis, attends, tu nous as donné pas mal d'infos. Moi, il y a un truc qui me frappe là dans ton discours, dans tout ce que tu racontes et tout, c'est que, en fait, je trouve que tu as un espèce de naturel vendeur, en fait. Je ne sais pas si on t'a déjà fait cette remarque-là, mais tu vois, déjà, dès ta première intervention, en fait, tu disais une chose qui, moi, a quand même pas mal surpris, dans le bon sens du terme. C'est tu dis, en fait, voilà aujourd'hui ce que je fais. Et tu as bien précisé, en fait, que toi, ce qui t'intéresse, c'est les personnes qui veulent faire une transformation physique. Et où je veux en venir quand je raconte ça, c'est que tu vois, une des grosses erreurs que tous les entrepreneurs font au début, c'est vouloir s'adresser à tout le monde, en fait. Et en fait, quand tu t'adresses à tout le monde, tu t'adresses à personne. Et c'est une règle un peu du marketing, c'est être très ciblé dans ton offre et être très focus. Et toi, on le voit en fait depuis le début, tu es très focus. Déjà, dans tes études, tu savais que tu voulais faire du sport, donc tu n'as pas fait autre chose. Sur ton offre, tu as voulu faire quelque chose de très précis. Tu savais exactement ce qui t'intéressait. Et ça, c'est une bonne chose. Donc, ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est donc tu vois, finalement, tu choisis un peu tes clients. Et ça, c'est une bonne approche, en fait, parce qu'on sait que l'approche ciblée, c'est la meilleure. Tu as aussi, de manière constante, dans tout ton parcours, en fait, tu as toujours remis en question tout ce que tu faisais, en fait. À la fois tu vois, dans tes études, quand tu bossais en salle, tu t'es beaucoup remis en question. Et ça, c'est aussi basé sur l'expérience, basé sur les faits. Ça aussi, c'est vraiment un critère qu'on retrouve beaucoup dans la vente. Et le troisième point, c'est quand tu t'es lancé, tu as lancé ton offre de manière très pragmatique avec ce qu'on appellerait un MVP, en fait, dans le jargon un peu startup, c'est de dire bah, tu fais une offre avec très peu de moyens, mais qui fait le job pour voir si ça fonctionne. Et derrière, ça te donne des leviers pour aller beaucoup plus loin. Et il y a quelque chose que je trouve très fort dans aussi ce que tu as fait et qui est voilà, un peu les bases, on va dire, quand tu lances un produit ou un service, c'est engager une communauté, en fait. Et on le voit que toi, tu l'as fait directement. Vous avez commencé à faire du bouche à oreille avec une offre d'appel d'abord gratuite. Ensuite, tu l'as dit, tu vois, vous avez saisi une offre avec des délais délimités, avec des résultats bien précis. Et encore dans cette démarche, vous avez trouvé aussi une manière d'engager les gens pour que eux-mêmes aient des résultats. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit assez peu, même, tu vois, dans le secteur du soft. C'est des choses qui sont difficiles à être mises en place. Et toi qui n'es pas dans ce monde-là, tu vois, et tu le disais d'ailleurs en off, que toi, tu ne te considérais pas forcément comme entrepreneur et tout ça. Et je trouve que, en fait, dans ta démarche, c'est vraiment la démarche type, tu vois, d'un entrepreneur, mais là, dans le monde du sport. Du coup, j'en viens à ma question, c'est tout ça, est-ce que ça a été euh, réfléchi en amont? Est-ce que tu vois, tous ces points-là, comment tu en es arrivé à dire, bon, bah, OK, on va vraiment se focaliser sur quelque chose, on va faire, tu vois, on va tester l'offre, on va engager une communauté, on va demander des chèques de caution. Comment tu vois, tu en es arrivé à mettre tous ces points-là en place qui font que, à mon avis aussi, c'est ce qui a drivé le succès aussi derrière, quoi. Yes, bonne question. Alors, il y a des choses qui ont, on va dire, qui ont marché par concours de circonstances, c'est-à-dire que, en fait, en fait, la chance qu'on a eue justement, c'est de ne pas avoir trouvé notre local tout de suite. Parce qu'en fait, si on aurait trouvé le local tout de suite, eh ben, on aurait démarré, mais on aurait eu zéro communauté, on n'aurait jamais testé les challenges, on n'aurait rien pu faire. Et en fait, c'est justement le fait d'à chaque fois ne pas trouver le bon local et du coup, on est là en stand-by et on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait en attendant? Ça nous a permis de démarrer nos premiers challenges. Voilà, on s'est dit, du fait qu'on n'a pas de local, voilà, on va pas attendre, on commence déjà, quoi. Et, voilà, et c'est ça aussi, je pense, qui nous a, ça a été notre porte de salut finalement. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre hein, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est que ça sert à rien d'attendre que les conditions soient parfaites pour démarrer quelque chose, parce que ça n'arrivera jamais, quoi.
Et voilà, du coup, on n'avait pas de local. Et après, même quand on n'avait toujours pas notre local, du fait que on a réussi à faire de plus en plus de challenges et qu'on était en extérieur, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, on faisait quand même les cours en extérieur. Et sur les challenges d'après, avec le peu d'argent qu'on avait réussi à avoir, ça nous permettait de louer des salles. Du coup, on louait des salles le matin, on louait des salles sur l'après-midi, pour aussi qu'il y ait déjà un peu plus de confort. Voilà, du coup, ça, c'est vraiment le concours de circonstances qui nous a permis vraiment d'augmenter notre visibilité et notre communauté, comme tu le dis. Et après, toute cette idée, on va dire, au niveau du marketing, au niveau des chèques de caution, de la transformation, tout ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça existait déjà. Ça existait. Alors, ça existait déjà, mais c'est un concept qui vient des États-Unis. Mais comme je dis, en France, on est toujours en retard sur tout. Et du coup, en France, c'est quelque chose qui est vraiment méconnu. Alors qu'aujourd'hui, ce genre de concept, ça existe de plus en plus en métropole. À La Réunion, je pense pas. À La Réunion, non. Et en fait, moi, comment j'ai découvert ça? En fait, pendant mes études, quand j'étais en licence pro, quand j'étais encore étudiant, voilà, moi, j'aimais bien tout ce qui était études, recherches scientifiques, voilà, nouvelles méthodes d'entraînement, des choses comme ça. Je suis tombé sur le blog d'une personne que j'aimais beaucoup son travail, justement, où il parlait surtout de travail en intervalle training, alors qu'à l'époque, ça n'existait pas en métropole. Et du coup, ce mec-là, je suivais un petit peu ce qu'il faisait. C'était sympa. Je voyais qu'il avait une salle de sport. Sa salle de sport ne marchait pas plus que ça, mais on voyait qu'il y avait de la passion dans ce qu'il faisait. Et du coup, je le suivais comme ça un petit peu tous les ans. Je regardais qu'est-ce qu'il mettait en plus sur son blog. Et là, je vois que quasiment du jour au lendemain, sa salle de sport, elle a explosé en termes de fréquentation à partir du moment où justement il a mis en place ce système de challenge avant-après, quoi. Et là, ça a pris une ampleur ça faisait peut-être 5, 6, 7 ans qu'il avait sa salle de sport et qu'il était toujours à galérer à avoir des clients. Et en juste un an en faisant ça, l'année d'après, il a pu ouvrir une deuxième salle. Et aujourd'hui, cette personne-là, elle a beaucoup de salles sur ce concept-là en métropole, quoi. Mais, euh, mais voilà. Mais moi aussi, à l'époque où j'ai voulu un peu m'adapter de ce modèle-là, il était connu à petite échelle dans sa ville, mais pareil, ça faisait pas plus le buzz que ça en métropole, quoi. Et c'est là que je me suis dit que voilà, en voyant que ça marchait pour lui et qu'il aimait aussi ce qu'il faisait, et moi aussi ce genre de choses, je me retrouvais un peu dans son parcours aussi. Et moi, ça m'était jamais venu à l'idée d'ouvrir une salle de sport parce que pour moi, une salle de sport, c'était beaucoup de contraintes. Il faut acheter des machines, faut avoir du personnel et compagnie. Et ce qu'il faut comprendre sur ce concept-là, moi, dans ma salle de sport à Airfit, j'avais zéro appareil de muscu, j'avais zéro elliptique, j'avais zéro vélo. C'était que du petit matériel. Et c'est ça aussi qui m'a dit, finalement, je peux assez facilement ouvrir un concept de salle de sport parce que c'est pas voilà, le matériel, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de réussir à amener une transformation physique. Et finalement, avec un minimum de petits matériels, ça reste possible d'avoir cette transformation physique-là, quoi. Mais lui, il n'a rien inventé non plus. Ça vient d'un concept aux États-Unis qui s'appelle, je crois que ça s'appelle The Camp, C-A-M-P. Et c'est une franchise qui existe aux États-Unis où ils ont une centaine de salles dans plein d'États différents aux États-Unis, quoi. Et des fois, finalement, on cherche des trucs, qui existent déjà ailleurs. Il y a juste à l'adapter différemment là où on est pour pouvoir avoir du résultat, quoi. Donc, malheureusement, j'ai pas inventé l'eau chaude, quoi. Voilà, j'ai rien inventé, mais j'ai quand même amené ma touche personnelle. C'est-à-dire que lui, ce qu'il fait, ça n'a rien à voir avec ce que je fais moi. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on pourra revenir là-dessus, mais plus tard, moi, j'ai ouvert ma salle à Toulouse. Et cette personne-là, quelques temps après, elle a ouvert une salle également à Toulouse, une franchise, hein, sachant que lui, il a beaucoup plus d'impact que moi parce qu'il a beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de budget. Mais j'ai des personnes, du coup, qui ont pu tester les deux salles et ils te diront que c'est totalement différent, quoi. Ah, c'est hyper intéressant et je pense que tu disais malheureusement tu n'as pas inventé l'eau chaude, mais au contraire, je trouve que déjà c'est c'est une bonne leçon parce que souvent, quand on n'est pas dans ce monde-là de l'entrepreneuriat, on a tendance à croire que les idées qui marchent, ce sont des innovations de rupture.
tu vois, des nouveaux concepts, des trucs de génie qu'on a inventés, alors que ben, dans la plupart des cas, en fait, les entrepreneurs qui réussissent n'inventent pas réellement quelque chose. Ils ont, tu vois, surtout la curiosité d'être allé voir des concepts qui fonctionnent ailleurs et ils les ont réadaptés à leur marché local, à leur clientèle, à leur cible, etc. Et toi, on le voit, hein, tu connais bien ta cible, ouais, que tu as fait tout ce travail de recherche. Alors, ce que j'entends aussi, c'est que tu as un côté un peu, tu vois, c'est un peu inné aussi, ce côté, tu écoutes aussi beaucoup ce qui se passe, tu regardes. C'est moi ce que j'entends aussi dans tout ce que tu dis, c'est le côté très curieux. Parce que si tu n'avais pas regardé ce qui se passait ailleurs, bah, tu n'aurais jamais lancé ça. Moi, j'avais une deuxième question aussi très pratico-pratique sur tout ce que tu nous as raconté jusqu'à maintenant. Je sais qu'il y a encore une autre histoire qui vient derrière, mais je reviens sur le sujet de la banque, parce que c'est un sujet qui concerne beaucoup de monde, tu vois, et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont été dans ce cas-là. Comment tu as fait pour que tous les banquiers te refusent, et cette banquière en particulier, pourquoi elle a décidé de te suivre? À ton avis, qu'est-ce qui a été différent dans ton approche, ou elle dans son approche, et qu'est-ce que voilà, tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui est un peu dans la même situation que toi, quoi? Alors, qu'est-ce qui a fait Alors, déjà, qu'est-ce qui a fait c'est que au tout début, quand j'ai commencé à démarcher les banques, j'avais même pas démarré un seul challenge. Si tu veux, j'avais même pas fait une seule transformation physique. Voilà, c'était juste, j'étais l'employé qui vient de quitter son job, qui a 25 ans pour ouvrir une grosse salle de sport. Du coup, vu comme ça, déjà, c'est compréhensible que ça peut être compliqué pour un banquier de te suivre. Et c'est là aussi où moi j'ai eu ce besoin de m'associer. Alors je me suis pas associé que dans ce but-là, mais en fait j'avais un pote qui lui à l'époque il avait un projet d'ouvrir quelque chose dans la restauration à La Réunion. Tout était bien parti et finalement voilà gros problème. Voilà les banques ont pas suivi. Je me rappelle plus c'est quoi le fameux de l'histoire, mais son projet n'a pas pu aboutir. Du coup, il était vraiment voilà, psychologiquement, c'était compliqué pour lui. Voilà, il était un peu perdu parce qu'il avait misé tous ses espoirs là-dessus. Et à la base, il est coach sportif aussi de formation. Du coup, je lui ai dit rejoins-moi, viens sur mon projet, et voilà, on sera ensemble dans la galère et on avancera là-dessus, quoi. Du coup, on s'est associé. Déjà, l'avantage de s'associer, ça a été un peu plus une force parce que lui, financièrement, il était un peu plus établi que moi. Voilà, il avait déjà un petit patrimoine. Voilà, on va dire, il est plus économe que moi et tout. Et du coup, voilà, c'était un peu comme si moi j'étais la tête et lui c'était un peu, voilà, c'était un peu l'investisseur. Et déjà, rien que ça amenait un petit peu plus de poids. Mais c'était pas un poids de fou non plus parce que voilà, la jeunesse, il est encore un peu plus jeune que moi. Du coup, c'était pas gagné non plus. Mais voilà, mon arrivée a montré qu'on était une équipe complémentaire et aussi le fait d'être deux, ça rassure aussi dans le sens où tu te dis, ben voilà, si tu as tout un projet qui repose sur les épaules d'une seule personne, il suffit qu'il lui arrive un pépin, un perso ou quoi, tout peut s'effondrer, tout peut s'effondrer. Alors que quand on est deux, ben voilà, on sent que l'équipe est quand même un peu plus solide, quoi. Euh, et après, qu'est-ce qui a fait? C'est que nos challenges, ça a vraiment pris de plus en plus à tel point que il me semble que j'ai réussi à avoir un article voilà, un petit magazine ou un petit journal, un petit truc comme ça. Voilà, c'est pas grand-chose, mais déjà, c'était un article d'autorité qui montrait que, voilà, que j'arrivais bien à faire perdre du poids, que ça mettait en confiance, voilà, qu'il y avait du résultat. Et du coup, ça a mis aussi en confiance les banques qui voyaient bien que, professionnellement en tout cas, que j'étais compétent. Et du coup, ils ne pouvaient pas vraiment nier la compétence que j'ai à amener du résultat à ces personnes-là, quoi. Après, c'était juste une question de croyance. Et est-ce que tu crois en mon projet ou est-ce que tu n'y crois pas, quoi. Et après, je pense que voilà, c'est cette nana-là, le feeling, il est bien. Voilà, voilà, il y a eu un bon feeling finalement, mais il n'y a pas eu une vraie. Il n'y a pas eu une vraie raison qui a fait que. Enfin, je sais pas. Voilà, c'est vraiment le fait que j'ai pu faire beaucoup de challenges. Voilà, sur une année, j'ai dû faire 7-8 challenges et qu'à chaque fois, j'avais de plus en plus de monde. Et que même sur les derniers challenges, j'avais même des promesses d'abonnement, quoi. J'avais des gens qui me disaient, bon, voilà, si tu ouvres ta salle, c'est sûr que je viens m'inscrire chez toi, quoi. Chose qu'il n'y avait pas au tout début. Trop cool, très clair. Et c'est important ce que tu dis.
Moi, j'avais ces discussions-là il y a quelques mois, justement, avec des gens qui connaissent, tu vois, le monde des banquiers et qui donnaient quelques conseils, justement, pour s'adresser aux banquiers quand tu es entrepreneur. Et j'entendais la chose suivante qui me paraissait vraiment importante de rappeler, c'est un banquier, c'est un être humain comme tout le monde, en fait. Il a son job, il a ses objectifs, et il faut juste savoir lui parler avec les critères qui sont les siens. Mais garder en tête que le banquier, il va décider, c'est aussi un être humain qui décide, et donc il faut le convaincre et l'emmener dans ton projet, même si parfois tu n'as pas tout à fait le dossier idéal avec les finances comme il faut, etc., mais lui apporter des preuves, et c'est ce que tu dis, hein, tu dis, bah, finalement, toi, tu es venu avec une histoire, avec des preuves très concrètes, et on retrouve encore là ton talent un peu de vendeur inné, le fait de dire, bah, OK, j'ai fait des choses, voilà la démonstration par l'exemple, et potentiellement, bah, si tu crois en mon projet, bah, voilà ce que ça va vous rapporter, parce que le banquier, il est aussi là pour bah, faire du chiffre pour la banque, etc. Et en fait, des fois, on a un peu tendance à sacraliser ce rôle du banquier et se dire il y a une telle distance entre une personne lambda et un banquier, alors que bah, finalement, non, on est tous chacun dans son rôle. Il faut juste parler au banquier avec les arguments qui, lui, vont le convaincre. Ouais, je vais dans le sens de Clément, hein. Merci Thomas pour toutes ces informations. C'est un parcours vraiment riche. Avec Clément, on se disait que en te recevant et en t'invitant dans le podcast, ça allait être intéressant de voir un peu tous les parallèles qu'il y aurait pu y avoir entre le business et le sport. Et j'avoue, je m'attendais pas à finalement de tels. Enfin, je veux dire, ton parcours, quand on le regarde avec un œil entrepreneur, j'ai envie de dire que tous les porteurs de projets, toutes les personnes qui ont envie de lancer un projet, une entreprise, devraient prendre exemple sur toi et sur ta démarche. Et depuis le début, en fait, tu nous lâches un peu des pépites qui sont un peu des consignes clés ou des conseils clés dans l'entrepreneuriat. Par exemple, il y a des choses que j'ai notées. Tu vois, quand tu arrives en tant que coach salarié dans cette première salle où tu dis que tu es tout maigre, tu as le bras cassé, bah forcément, les gens ne te font pas confiance. Tu vois, ça, c'est l'idée finalement d'incarner son business. Tu vois, à quel point je suis en cohérence avec ce que je propose, à quel point je suis aligné. Et là, on est sur un alignement physique qui se voit, mais quand on est dans d'autres prestations de services ou d'autres business, il y a cet alignement sur les valeurs, sur la mission, et c'est des questions qui sont hyper importantes. Tu disais aussi, ce qui te dérangeait, c'est que finalement, les gens venaient acheter un abonnement, et toi, tu aurais préféré que les gens viennent acheter des résultats. Donc là aussi, on est dans la notion d'apporter de la valeur, et finalement, les gens veulent pas une solution, les gens veulent une réponse à un problème. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, bien sûr, c'est ce challenge, hein, c'est de dire on est engagés tous les deux, on se rencontre à mi-chemin, il y a ce chèque de caution là qui est un peu, le symbole. Je suis tellement sûr que ma méthode fonctionne que voilà, je suis prêt à mettre ça en jeu, etc. C'est vraiment vraiment bien. Et puis tu terminais là avec cette notion d'équipe, une équipe complémentaire quand on se lance dans le projet. Et puis, il y a le mot d'autorité qui est sorti. Donc, vraiment des choses très complètes. Et on n'est pas encore arrivé à la fin de ton parcours. Donc, c'est un chemin comme ça de montagne russe, hein, entre je vais faire ça, finalement, ça se fait pas, je vais faire différemment, ça se fait pas, je vais faire différemment. Jusqu'à donc l'ouverture de cette fameuse salle à Toulouse en décembre 2018. Et donc 2018, 2019, et on arrive en 2020 avec le fameux Covid. Donc raconte-nous comment ça s'est passé pour toi. Yes. Déjà, je pense que dans la vie de tout entrepreneur, quand on lance un projet, alors peut-être pas en ligne, mais en tout cas en physique, voilà, qu'on sait qu'on a un loyer à payer, qu'on sait qu'on a des charges et tout ça, la première année, c'est toujours un peu l'année charnière, quoi, parce que voilà, et il faut se faire connaître, faut avoir du monde, tous les mois, il y a des charges qui tombent, et du coup, c'est un peu l'année où on est au charbon, voilà, à H24, on vit à 100% que pour son projet, quoi. Et ça a été le cas toute l'année 2019, parce
que j'ai ouvert en 2018, mais c'était vraiment décembre 2018, donc on peut vraiment considérer que j'ai ouvert en 2019. Donc l'année 2019, bah voilà, très chargée, très dur physiquement, même personnellement, parce que ma compagne aussi, elle était aussi dans la salle et qu'elle m'aidait beaucoup. Avec en plus, ben, moi, je venais tout juste d'avoir ma fille, donc vite papa aussi. Hein. On sait, pour ceux qui sont papa, maman, les nuits, les premières nuits pendant la première année, ben, c'est quelque chose aussi. Hein. Du coup, très compliqué. Mais on voyait quand même que voilà, on avait du résultat avec nos clients, tout le monde était content, on n'avait que des bons retours, il y avait une bonne, voilà, une bonne convivialité dans la salle. Et petit à petit, ben, le nombre d'abonnés augmentait. Et du coup, vraiment fin 2019, début 2020, janvier, février, on sentait que la salle prenait un autre tournant, quoi. Que ça y est, ben, on est un peu plus tranquille, on n'a pas à checker combien il reste sur le compte pour voir si ce mois c'est bon pour payer le loyer à temps, tout ça. Voilà, tout commençait à être bien. On commençait à déléguer un peu plus, on prenait des stagiaires et on commençait vraiment à avoir une vraie vie dans le sens où on pouvait avoir une vie perso, une vie pro et on commençait à se projeter pour plus tard. Tu vois, on voyait d'autres projets, on pouvait commencer à visualiser d'autres choses là où avant c'était pas possible, où c'était vraiment tout au jour le jour et il fallait assurer la mission du jour, quoi. Ouais. Et, euh, et sur cette période-là, on arrive, je crois que c'est mars, hein, mars 2020, Covid. Au début, on comprend pas trop ce que c'est. On se dit, bah non, c'est encore loin, c'est en Italie, c'est pas bien grave, c'est une petite grippette et compagnie. Et jusqu'à ce qu'on apprenne que ça implique confinement complet et fermeture de tous les commerces, de toutes les salles de sport et tout ça. Et, euh, et voilà, quoi. Du coup, on ferme le rideau et c'est beaucoup de questions parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas du tout combien de temps ça va durer, qu'est-ce que cela ça implique. Et donc, fermeture, donc compliqué psychologiquement parce qu'à cette période-là aussi, il me semble que. Alors, je ne sais plus comment ça s'est passé au niveau des aides de l'État. Alors, déjà, au niveau des aides de l'État, il n'y avait pas grand-chose. Le premier confinement, il a duré 3 mois, c'est ça? Ouais, le premier confinement, il a duré 3 mois. Donc fermeture pendant 3 mois. Donc nous, ce qu'on a fait avec pour notre salle de sport, l'idée c'était de continuer à maintenir du service le plus possible pour nos adhérents. C'était pas de se dire la salle est fermée et c'est fermé et démerdez-vous. Là où c'était le cas pour beaucoup de salles de sport, comme les Basic Fit, les Fitness Park, voilà, les salles low cost finalement, ils pouvaient pas assurer du service. Et du coup, nous, ce qu'on faisait à la maison, on proposait des cours en visio pour nos adhérents. Et on a eu aussi cette idée de faire donc tous les jours pour nos adhérents, mais de proposer aussi des cours en visio pour tout le monde, pour qui veut. Et ça fait qu'il y a des lives, finalement, on a réussi à avoir des lives, on était 500, 600 personnes, alors qu'on n'avait même pas 500, 600 adhérents, quoi. Du coup, on se disait, oh là là, ça prend quand même une autre ampleur. Et voilà, et on touchait des gens d'un peu partout, mais aussi des gens de la région. Et encore aujourd'hui, des fois, je parle avec des personnes que je connais pas du tout et qui me disent, ah en tout cas, merci, j'ai suivi tes cours pendant les confinements, c'était chouette et tout ça. Et du coup, fin du confinement, il me semble que les salles de sport, elles l'ont pas réouvert de suite. Elles ont réouvert un peu plus tard. Et là, ça commençait à être aussi les galères de pourparler avec le proprio parce que les loyers restaient dus. Les aides de l'État, c'était pas grand-chose. Et, euh, et voilà, quoi. Du coup, première galère par rapport à ça. On réouvre, les clients reviennent avec aussi un petit peu de réticence parce que voilà, il y en a aussi qui avaient peur de la proximité parce qu'on est aussi une petite salle où tout le monde est proche les uns des autres. Mhm. Du coup, il y en a qui reviennent, il y en a qui reviennent pas tout de suite. Et on se dit aussi que ça va être aussi un peu plus compliqué à avoir pour les salles de sport en France de manière générale, la reprise a été compliquée parce qu'il y avait beaucoup de réticence de par la peur du virus qui était encore très présente, quoi. Mais on a continué notre petit bonhomme de chemin et voilà, les gens commençaient à revenir au fur et à mesure. Donc je crois qu'on a relancé ce système de challenge. Et ce qui se passait, c'est à chaque fois qu'on faisait un challenge, à chaque fois, il y avait des nouvelles restrictions, des nouvelles fermetures de salles de sport. Et à chaque fois, ça nous mettait des petits bâtons dans les roues comme ça. On n'arrivait pas finalement à vraiment s'en sortir parce que le challenge, pour nous, c'est un outil de communication qui est assez puissant, qui nous ramène du monde. Nous, on se basait vraiment sur les challenges pour nous ramener du monde. Et à côté de ça, on faisait des abonnements à l'année, des abonnements sur 6 mois, sur 3 mois ou autre. Mais les gens étaient de plus en plus réticents de par la peur virus, quoi.
Et après, il s'est passé le deuxième confinement qui a eu lieu en octobre. Non, si, c'est ça, je crois que c'est en octobre. Donc, deuxième confinement en octobre. Et là, on était en métropole et on se disait avec ma compagne, voilà, comment on va gérer ce deuxième confinement. Honnêtement, on commençait à être fatigué de tout ce qui s'était passé au niveau des fermetures, des ouvertures, des fermetures. Ça faisait longtemps aussi qu'on n'était pas retourné à La Réunion et il commençait à avoir ce son de cloche de pour revenir à La Réunion, il y avait les motifs impérieux. On était en plein là-dedans. Et moi, par chance, de par un réseau que j'avais, j'ai eu une information disant que à partir de telle date, les motifs impérieux, c'est sûr que ça va passer. Pour prendre l'avion, ce sera quasiment impossible. Et, euh, et du coup, en voyant ça, le jour pour le jour, on a pris un billet pour La Réunion parce que notre salle de sport était fermée et de toute façon, on pouvait pas travailler. Hein. Du coup, du jour au lendemain, on s'est retrouvé à La Réunion en pensant que la salle de sport allait être fermée juste un mois parce que c'était ce qui était annoncé par le président à l'époque. Voilà, nouvelle vague, on ferme pendant un mois, on va ensuite, après les fêtes, tout va reprendre à la normale. Enfin, non, c'est même pas après les fêtes, ça devait réouvrir plus tôt. Et on est à La Réunion. Donc là, Best Life, c'est un peu retour sur l'île, les vacances, la famille, tout est beau. La petite, elle découvre son papy, la famille, l'île, la mer, la plage, la montagne. Tout se passe bien. Et là, on fait un mois à La Réunion. Le confinement, ça se prolonge. On fait 2 mois à La Réunion. Le confinement, ça se prolonge. 3 mois à La Réunion. Et du coup, pendant tout ce temps-là, nous, on a commencé à avoir notre petite vie réunionnaise. Du coup, à trouver du travail. Moi, je commençais à faire du coaching à domicile. Même un petit peu de coaching aussi, un peu à distance, mais pour des réunionnais que je voyais de temps en temps, mais que je faisais aussi le suivi de temps en temps un peu plus à distance. Et ma compagne, pareil, elle travaillait un peu à droite à gauche dans des salles de sport. Donc 4 mois, on reste à La Réunion. 5 mois, on reste à La Réunion, les salles de sport toujours fermées en métropole. 6 mois, on reste à La Réunion. Et là, réouverture des salles. Et du coup, à partir du quatrième mois sur l'île de La Réunion, là, avec ma femme, on se regarde et on se dit, clairement, le rythme de vie qu'on a ici et le cadre de vie aussi, du fait aussi qu'on ait des enfants, hein, parce que ça y joue grandement C'est vrai. aussi, je pense, quand un Réunionnais décide de retourner à La Réunion. Voilà, le cadre de vie, c'était le jour et la nuit, quoi. Là, les sous qu'on avait, c'était directement pour nous, parce que quand tu as une boîte, même si tu fais un gros chiffre d'affaires, tu as le loyer à payer. Moi, j'avais un très gros loyer, il était à 5 200 € le loyer. J'avais un employé, il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a les impôts, voilà, il y a tout ça aussi. Et ça faisait mal aussi, quoi. Et du coup, là, qu'on voyait qu'on arrivait à s'en sortir assez facilement, prenant du plaisir, que toute la famille était épanouie, clairement, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit que ça ne sert à rien de galérer en métropole avec le climat qui, à l'époque, était vraiment très, très anxiogène et qu'on n'arrivait même plus à avoir de vision long terme parce qu'à ce moment-là, pour tous ceux qui avaient un commerce, voilà, le Covid, ça a vraiment montré que rien n'est figé, que rien n'est sûr, que du jour au lendemain, tout peut basculer et que dans ces conditions-là, tu peux même pas faire de prévision pour plus tard, quoi. Et, voilà. Et qui est à voir, enfin, voilà, vu que le Covid, c'était quand même un phénomène mondial, on voyait très bien qu'à La Réunion, ça n'avait pas du tout le même impact qu'en métropole, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de se dire, c'est sûr, on vend la salle et l'année prochaine, on essaie de revenir à La Réunion, quoi. Mais du coup, la salle a réouvert. Du coup, il fallait quand même revenir à Toulouse, refaire la petite vie du quotidien. Mais à partir de ce moment-là, quand on était à la salle, plus rien n'était comme avant, quoi. Notre corps physique était à Toulouse dans la salle, mais on pensait qu'à être à La Réunion et c'était de plus en plus difficile de travailler parce que voilà, on sentait qu'on faisait un petit peu un double jeu. On parlait bien avec les adhérents, mais on ne pouvait pas dire à la fois aux adhérents que notre projet c'était de fermer la salle. Parce que là, du coup, le projet, c'était de vendre la salle et pour que la vente se passe au mieux, il fallait que vraiment personne soit au courant pour que la clientèle reste là et que la vente se passe dans les meilleures conditions, quoi. Et du coup, ça commençait à être la mission, là, c'était de trouver des acheteurs potentiels. Du coup, on a trouvé un acheteur potentiel. Bon, là aussi, il y a eu des hauts et des bas, beaucoup de personnes intéressées, mais finalement, ça n'a pas abouti. Et la personne finalement la plus intéressée, elle me disait qu'elle pouvait acheter la salle en septembre 2021. Et finalement, la vente, elle s'est faite en avril 2022.
Et ça aussi, psychologiquement, ça a été difficile parce que nous, dans notre tête, on se disait, voilà, limite pour la rentrée, on sera à La Réunion. Et voilà, septembre, ça se fait pas, octobre, ça se fait pas, novembre, ça se fait pas, décembre, ça se fait pas, janvier, ça se fait pas. Et moi, j'étais arrivé à un stade où j'arrivais même plus à aller à la salle de sport pour parler à mes adhérents, à refaire des réabonnements parce que je ne voyais pas réabonner quelqu'un, alors que ça se trouve, dans 2 semaines, je suis même plus là, quoi. Et je pense que j'étais vraiment un peu dans une petite dépression où je me sentais pas aligné dans le sens où je pouvais pas faire mon travail pleinement parce que je savais que pour moi, c'était même plus ma salle déjà, quoi. C'était même plus ma salle et j'avais même plus envie d'être au contact avec cet environnement-là, quoi. Et, euh, et en parallèle de ça, j'ai commencé à m'intéresser au coaching en ligne parce que j'ai des potes qui, de par le Covid, ont été obligés de passer par le coaching en ligne. Parce que comme eux, ils étaient indépendants, qui travaillent dans des salles, ben, les salles fermées, ben, ils se sont retrouvés sans argent, sans rien du tout. Et du coup, ils ont commencé à se lancer là-dedans. Et du coup, moi, je voyais ça un petit peu de loin, mais sans beaucoup plus d'intérêt parce que moi, j'avais encore mon business actuel, j'avais encore ma salle de sport, même si elle était fermée de par le Covid, bah forcément, ça allait réouvrir et du coup, bah, ma tête était là-dedans. Et je regardais de loin et je voyais que petit à petit, bah, ça commençait à bien marcher pour eux. Voilà, je voyais que voilà, ils étaient très, très dynamiques, ils communiquaient beaucoup là-dessus et que même quand les salles de sport ont réouvert, bah, que finalement, ils bossaient pas plus en salle que ça, quoi. Et voilà, du coup, j'ai mis ça dans un petit coin de ma tête. Et c'est là que je me suis dit, bon, ben, j'ai plus envie de travailler dans ma salle. Il faut que je prépare aussi mon retour à La Réunion. Et ben, du coup, ben, autant commencer à me lancer dans cette activité. Euh, voilà, à découvrir un peu ce monde-là ben, pour sécuriser un petit peu la sortie, la sortie. Parce que finalement, j'étais arrivé dans un stade où je ne savais même pas vraiment si la salle de sport allait se vendre ou pas se vendre, quoi. Euh, Parce qu'il faut savoir aussi, la situation financière de par le Covid, ça a beaucoup fragilisé la salle parce que les loyers sont restés à payer. Donc, on a eu 6 mois de fermeture. Du coup, 6 mois, il n'y a pas d'activité, mais le propriétaire, il te dit, bon, il y a quand même des loyers à payer. Moi, j'avais un prêt bancaire. Mon prêt bancaire initial pour l'ouverture de la salle de sport, il était étalé sur 7 ans. Alors que là, 2018-2020, ça faisait que 2 ans qu'on était ouvert. Du coup, pas évident, quoi. Et je voyais même à Toulouse qu'il y avait de plus en plus de salles de sport qui fermaient ou c'était liquidation judiciaire. Et même moi, j'étais à l'époque inscrit sur un site de vente aux enchères parce que quand j'ai démarré l'activité, je cherchais le matériel sur les ventes aux enchères pour que ça me coûte pas trop cher. Mais de par ce site-là, j'avais plein de notifications qui tombaient. 3 salles de sport à Paris qui ferment, 3 salles de sport à Montpellier qui ferment, 5 salles de sport là-bas qui ferment. Et du coup, plus les mois passaient et moi aussi, moi j'étais investi dans ma salle de sport parce que j'étais même plus dans cette démarche de me dire, j'augmente ma clientèle, je fais de la communication parce que normalement ça devait déjà être vendu, quoi. Euh, et tout ça pour dire quoi, voilà. Et voilà, du coup, la vente, elle se retardait tellement. Après, c'était des problèmes financiers pour le repreneur où il a eu du mal avec les prêts bancaires, alors qu'au départ, il me disait que tout allait bien se passer. Voilà, mais du coup, il a eu des problèmes de son côté, que c'est ça qui a fait que ça rallongeait la vente. Mais c'était trop tard pour changer d'acheteur parce que le temps que je change d'acheteur, que je refasse tous les démarches, les papiers, l'analyse, tout ça allait prendre beaucoup trop de temps. Mais finalement, j'étais arrivé à un stade où je me suis dit, bon, tu sais quoi, parce que ça me prenait tellement la tête psychologiquement, émotionnellement, je me suis dit, je suis OK de fermer ma salle là, du jour au lendemain et de retourner à La Réunion. Parce que pour moi, ce qui comptait le plus, c'était même pas de récupérer des sous de ma salle, c'était vraiment de changer de vie, voilà, de retourner à La Réunion parce que c'était vraiment ça le projet familial. Et je savais que c'était ça qu'il me fallait pour mon avenir, quoi. Et du coup, j'étais arrivé à ce point où vendu, pas vendu, je m'en fous. Ça m'empêchera pas de revenir à La Réunion et de refaire une seconde petite vie, quoi. Et à partir du moment où j'ai eu cette mentalité-là, vraiment, j'étais bien, quoi. J'étais en paix, voilà. Et voilà, ça a été le début d'une nouvelle renaissance. Et là, j'ai pu commencer aussi à mettre un peu plus mon nez dans le coaching, dans les coachings à distance. Et, euh, et voilà, du coup, j'ai commencé en parallèle le coaching à distance, là aussi un peu au culot. Donc, j'avais posé 2, 3 questions à mes potes pour savoir comment ça se passait, comment ils fonctionnaient, voilà, pour tout ce qui est partie un peu pratique, théorique et tout ça, voir aussi combien ils facturaient. Et,
Mais je repoussais toujours un petit peu ce moment. Je repoussais un petit peu toujours ce moment parce que comme je savais que ça allait se vendre, je disais, bon, bah, quand ce sera vendu, là, je vais me lancer. Quand ça va se vendre, je vais me lancer. Et finalement, ça a pris tellement de temps que je me suis dit, bon, bah, Thomas, arrête d'attendre, vas-y, lance-toi dans le coaching à distance. Et ce qui est important dans mon histoire de coaching à distance, c'est que la première personne que j'ai eu à coacher, bah maintenant je peux en parler parce qu'il en a parlé, cette personne-là. Donc c'est une personne qui est un petit peu connue, hein, c'est un humoriste. Euh, c'est un humoriste. Et comment ça s'est passé? Moi, j'avais déjà cette envie de me lancer dans le coaching en ligne et j'écoutais la radio tous les matins. J'écoutais une radio de rap en déposant ma petite fille à l'école. Et, euh, et, et pendant que j'écoute la radio, il parle, il est en train de dire, ah ben en ce moment, voilà, il a pris du poids, il a envie de se remettre un peu au sport. Là, il vient de supprimer son compte Deliveroo. Voilà, c'est comme Uber Eats, si vous ne connaissez pas Deliveroo, parce qu'il commande beaucoup trop là-dessus et que ça lui coûte beaucoup de sous et que ça lui fait perdre, voilà, ça lui fait perdre de l'argent, ça lui fait mal manger, tout ça. Et du coup, bah, moi, je ne sais pas pourquoi. Honnêtement, j'ai aucune idée de pourquoi. J'ai pris mon téléphone, mon Instagram, je lui ai envoyé un message et j'ai dit ah bah Kevin, c'est super ce que tu fais. C'est des petites actions comme ça bah, qui vont commencer à amener du résultat et petit à petit, bah, voilà, tu vas avoir du résultat, tu vas perdre du poids. Donc tiens bon, on lâche pas quoi. Et du coup, il m'a répondu. Alors que voilà, je m'attendais pas forcément à une réponse, mais je me suis dit, bah, de toute façon, qu'ils répondent ou qu'ils répondent pas, ben voilà, même s'ils répondent pas, ça va pas changer ma vie. Du coup, autant tenter quoi. Et il a répondu, on a commencé à causer. Voilà, comme lui, il est mauricien, moi je suis réunionnais, ben voilà, on a parlé un petit peu de ça. J'ai fait du foot américain, on a fait aussi un petit peu, du coup on a parlé de ça aussi. Voilà, le feeling est super bien passé. Et du coup, bah, je lui ai dit, ben vas-y, là je me lance dans le coaching en ligne, si tu veux. Voilà, ton cas m'intéresse, viens, on programme un appel quoi, pour que je te propose ce que je fais. Alors qu'à cette époque, je faisais rien du tout dans le coaching en ligne. Et du coup, je l'envoie mon Calendly parce que je venais tout juste de créer un Calendly que je comprenais même pas comment ça marche. Je l'envoie mon Calendly et là, à ce moment-là, en pensant qu'il allait réserver pour dans 3 jours, 5 jours, la semaine prochaine pour que je puisse me préparer, savoir quoi lui vendre, savoir mes tarifs, tout ça. Et là, il me dit, bon, ben, c'est bon, j'ai réservé. Je regarde et il a réservé pour l'après-midi, quoi. C'était même pas pour dans 5 heures, quoi. Du coup, moi, en panique. Voilà, du coup, rapidement, bah, je prépare, voilà, j'essaie de préparer une trame pour l'appel et compagnie. Et finalement, bah, j'ai réussi à lui vendre mon programme d'accompagnement avec beaucoup de difficultés, mais j'ai quand même réussi. Et du coup, bah, j'ai commencé avec lui, puis avec un autre pote. Et, euh, et voilà, et ça m'a donné aussi un peu confiance parce que je voyais qu'il avait du résultat, je voyais que j'arrivais à partager, voilà, enfin, comment dire, j'arrivais à faire en sorte qu'il se mobilise malgré qu'il ne me voit pas du tout. Et du coup, bah, j'ai compris qu'effectivement, bah, il y a quand même des possibilités là-dedans, et en termes de transformation, mais aussi en termes voilà, aussi en termes de finances, de financier pour moi, pour pouvoir avoir un revenu via cette activité, quoi. Voilà, ça s'est fait comme ça. Ensuite, la salle s'est vendue. Pas autant que si je l'avais vendu fin 2019 avant la crise, mais voilà, j'ai réussi à vendre la salle. Et dans les mois qui ont suivi, bah, on a pu venir sur l'île de la Réunion. Et là, maintenant, bah, je continue à développer cette activité de coach à distance, quoi. Si tu devais retenir un peu tu vois, les gros avantages que tu as amené ce passage-là de la salle du business physique finalement au coaching en ligne, le business 100% digital, tu listerais quoi? Alors, bah, déjà, le gros avantage, honnêtement, ça va être au niveau financier, pas tant que je vais gagner beaucoup, enfin, que je vais gagner beaucoup plus par rapport à la salle ou quoi. C'est financier dans le sens où, ben, là, l'argent, il revient directement à moi, Thomas Lapra. Alors que quand ça passe par une société physique, ben voilà, comme j'ai dit, il y a le loyer, il y a les employés s'il y a des employés, il y a les charges, il y a les abonnements, il y a tout ça. Et du coup, ça apporte une énorme frustration parce que tu vois que tu as la capacité de faire un gros chiffre d'affaires, mais quand tu regardes, toi, qu'est-ce que tu as le droit, c'est même pas qu'est-ce que tu peux, hein, qu'est-ce que tu as le droit finalement à la fin de prendre pour toi, il reste pas grand-chose, quoi. Et du coup, ouais, c'est quand même une frustration. Et surtout que même pour les autres, de par le statut, ils se disent, ah bah Thomas, c'est un coach, il a sa salle de sport. Tout de suite, on se dit qu'il doit bien gagner sa vie.
Mais à cette période, de part aussi le Covid, le Covid a fortement impacté tout ça, mais je peinais à me tirer un salaire décent, quoi. Je peinais à me tirer un salaire décent, je roulais dans une petite voiture. Après, on va dire, je meurs pas de faim, j'ai un toit sur ma tête, ma famille va bien. Pour moi, c'est ça le principal. Mais j'étais extrêmement loin entre l'image que les gens avaient de ma propre vie avec la vie que je vivais réellement, quoi. Et puis j'avais aussi des horaires de travail incroyables parce que de par le concept de ma salle de sport, moi je tenais à ce que les cours commencent très tôt. Donc les cours commençaient à 6 heures du matin dès le premier tour, dès le premier cours. Donc 6 heures du matin avec un coach, c'est pas comme 6 heures du matin dans des salles où tu rentres en libre accès et qu'il n'y a personne dans la salle. Là, c'est 6 heures du matin avec un coach et le dernier cours se terminait à 21 heures. Et moi, il y a des fois où c'est moi qui faisais tous les cours de 6 heures à 21 heures. Et il y a même des moments où j'étais tellement fatigué que de me dire, là, 21 heures, le temps de rentrer chez moi, de revenir à la salle, ça m'est arrivé de dormir sur place à la salle parce que c'était beaucoup plus simple pour moi d'être présent pour le lendemain, quoi. Du coup, sur les derniers moments, il y a quand même eu des grosses galères, mais les gens ne s'imaginent pas toutes ces galères-là. Et aujourd'hui, quelqu'un qui me verrait aujourd'hui, il se dirait juste, Thomas, ça a été facile pour lui. Enfin, tout le monde pense que c'est facile pour les autres, mais il y a quand même eu des grosses galères, des grosses difficultés, des gros moments de remise en question. Donc déjà au niveau financier, et après ce qui est confortable, c'est que tu gères tes horaires comme tu veux. Des fois, quand tu as une salle de sport, tu es ouvert à 6 heures, mais des fois, il n'y aura pas d'adhérents qui vont venir à 6 heures. Et toi, tu t'es levé à 6 heures quand même. et voilà, et ça, il n'y a rien de plus chiant que tu te lèves tôt le matin, tu fais l'effort de te lever tôt, tu arrives à la salle, tu ouvres ta salle, et finalement, il n'y a personne, quoi. Du coup, là, tu peux gérer ton temps un peu plus comme tu veux. Voilà, tu sais, quand tu as un appel, c'est toi qui programmes ton planning, quoi. Le fait de programmer son planning, c'est quelque chose qui est vraiment top. Et, l'autre avantage, c'est que tu peux bouger comme tu veux. T'as pas besoin de poser des congés pour si tu veux aller à Maurice, si tu veux voyager, ça t'empêche pas de voyager et de continuer à travailler en même temps. Ça, c'est peut-être le petit bémol, c'est que oui, tu peux bouger, mais ça peut être un peu plus dur de couper complètement et de dire pendant une semaine, je suis pas là. Et à l'heure actuelle, j'ai toujours pas pris de vacances depuis que je suis dans le coaching en ligne, mais j'en ressens pas non plus le besoin parce que j'ai pas de fatigue physique. Voilà, j'aime bien mon métier et du coup, ça me dérange pas de lier les deux, de lier, je me déplace, je voyage ou même juste, même je voyage à La Réunion, c'est-à-dire je peux aller sur la plage, mais il suffit juste que j'ai mon ordi, j'ai une connexion Internet et je peux quand même faire un bilan avec un coaché, je peux quand même le communiquer sur WhatsApp et voilà, je peux allier les deux, quoi. Donc c'est vraiment ça qui est agréable. Quoi d'autre? Voilà, ce qui est bien aussi, c'est que je peux vraiment choisir un peu plus ma clientèle. Alors que quand tu as une salle, si la personne, à partir du moment où elle frappe à ta porte, qu'elle vient et qu'elle te dit je veux m'inscrire sur un an, même si tu sens que c'est pas le client idéal, c'est plus compliqué. Ça peut être possible, mais c'est plus compliqué de dire non, toi je te prends pas. Et alors que là, là c'est là comme c'est du 1 à 1, que je suis pas une boîte, que je suis vraiment une entité. Je peux directement au téléphone dire non, finalement, je sens que tu corresponds pas à mon programme et ça s'arrête là, quoi. Donc ce serait ça les principaux avantages, quoi. Voilà, il y a vraiment une liberté, quoi. Il y a une grande liberté dans ce que je fais, quoi. Déjà que le coaching en ligne, pour ceux que ça intéresse, peut-être qu'il y a des coachs qui font que du présentiel, qui écoutent et qui ont l'impression que ça marche pas ou que c'est moins efficace. C'est totalement faux. Et moi, j'ai même peut-être plus de résultats déjà dans les transformations en termes de via le coaching à distance que le coaching physique, parce que on est déjà dans une démarche de rendre autonome la personne. Alors que quand on est coach à présentiel, qu'on va chez quelqu'un, on n'est pas du tout dans cette démarche de rendre la personne autonome. C'est juste on vient, on lui fait faire son sport. Et une fois que tu es parti, la personne, elle est toujours incapable de savoir comment s'entraîner ou elle a toujours aucune idée de savoir qu'est-ce qu'il faut manger parce qu'elle se dit le coach il va revenir et quand il va revenir, il va me réexpliquer et la semaine d'après, pareil. Alors que moi, là, dans ce que je fais, c'est vraiment
c'est plus que du coaching, c'est un peu voir ça comme une formation et de dire, bon, bah, je ne suis pas là, de toute façon, je ne suis pas là. Du coup, il faut que tu apprennes à te débrouiller sans moi et que tu apprennes à t'entraîner à la salle sans moi, de t'apprendre à t'entraîner à faire tes repas sans moi. Et ce qui fait qu'une fois que la personne elle a ses résultats, bah, ça amène une plus grande autonomie, quoi. Et du coup, bah, je trouve ça vraiment intéressant et que voilà, c'est tout aussi qualitatif, voire même plus qualitatif que du coaching en présentiel en termes de résultats. Et après, au niveau financier, pour ceux que ça intéresse aussi, voilà, il y a vraiment moyen de bien gagner sa vie via le coaching à distance parce qu'on n'est plus à échanger son temps contre de l'argent. Je pense que voilà, tous les entrepreneurs, on a un peu cette notion-là d'arrêter de vendre son temps contre de l'argent. Et là, c'est vraiment ça parce on peut plus se regrouper, on peut plus facilement donner des informations rapidement sans perdre son temps. On n'a plus le trajet à faire en voiture entre chaque client. Et ce qui fait qu'en termes de gain de temps, c'est vraiment énorme. Et du coup, ça amène aussi un confort de vie personnel qui est un peu plus important qu'un coach à domicile qui veut faire plus de sous, il sera obligé de faire systématiquement plus d'heures. Moi, il y avait un point, Thomas, par rapport à tout ce que tu dis, et c'était le sens de ma question. C'est le côté comment tu accompagnes les gens à distance, parce que là, comme ça, tu vois, quand on ne connaît pas le concept, on peut se dire, mais un coach sportif à distance, est-ce que ça fonctionne? Là, du coup, tu as répondu à la question, on le remettra au montage. Moi, mon dernier point, c'est comment tu adresses le côté discipline de la chose, en fait. C'est que on sait, tu vois, que quand tu pars dans un mécanisme de transformation comme ça, et dans l'entrepreneuriat de manière générale, la discipline était quelque chose qui est essentiel pour créer des routines, etc. Moi, je sais que, par exemple, je suis quelqu'un de pas du tout discipliné. Et je compense ça par le fait de travailler avec des gens, en fait. Tu vois, je ne fais aucun business tout seul. Je ne fais pas au sport aussi tout seul parce que je ne sais pas faire. Du coup, comment toi tu fais pour t'assurer que les gens soient effectivement disciplinés? Tu as parlé des chèques de caution, etc. Mais même, tu vois, moi j'ai un abonnement à la salle de sport, par exemple, mais j'y vais pas. Donc le côté pécunier de la chose n'est pas suffisamment peut-être engageant. Parce que voilà, tu as deux, trois clés comme ça pour donner des éléments aux gens qui ont besoin de discipline. Là, tu dis quelque chose d'intéressant, que tu vas pas à ta salle de sport malgré que tu paies un abonnement, mais c'est parce que toi, tu es peut-être dans une salle de sport où l'abonnement il va coûter 20, 30, 40, 50 euros, et que de voir 50 euros qui partent tous les mois, pour le moment, ça ne te fait pas suffisamment mal. Mais si tu prends un coaching, je sais pas, peut-être à 100, 200, 100, 250, 300 euros, déjà en fonction aussi du prix que tu y mets, l'engagement, ça joue aussi. Et ça, c'était une notion que j'ai pris du temps à comprendre, que facturer aussi un peu plus haut, ça aide aussi finalement aussi tes clients à être aussi un peu plus investis. Voilà, parce que voilà, perdre 30 euros, tu vas pas Basic Fit, c'est pas grave, mais tu paies un coach beaucoup plus cher, voilà, tu vois ça qui passe à la fin du mois et tu restes dans ton canapé. Voilà, le travail mental, il est pas le même. Alors après, sans parler de ça, mais c'est quand même important parce que moi, j'ai déjà essayé de coacher des gens gratuitement et ça marche pas parce que les gens sont pas investis. Et si je reviens à mon histoire au tout début d'Airfit, là, des challenges, le premier challenge, il n'y avait pas de chèque de caution. Et du fait qu'il n'y avait pas de chèque de caution, le taux de réussite était plutôt faible parce que les gens n'avaient rien à perdre. Et dès qu'on a commencé à mettre ce système de chèque de caution, là, les gens étaient un peu plus motivés. Donc du coup, à partir du moment où on a un objectif dans un domaine, je pense quand même qu'à partir du moment où on s'investit financièrement, l'engagement déjà il sera un peu plus présent. Donc déjà il y a ça. Et après la discipline, ce qu'il faut comprendre avec la discipline, c'est qu'il faut aussi y aller progressivement. Et les gens qui échouent dans leur projet de transformation physique, c'est qu'ils veulent mettre la barre trop haute dès le départ. Dès le départ, ils se disent, là, je vais aller 5 fois à la salle, je vais aller courir, je vais manger que des brocolis et du poulet. Et bien sûr, ça ne va pas être tenable sur du long terme. Donc, du coup, déjà, mon rôle à moi, c'est de faire en sorte qu'ils aillent sur la bonne direction, mais aussi à la bonne vitesse. Voilà, quelqu'un qui aujourd'hui, voilà, je sais pas, on va prendre quelqu'un qui, pour moi, ça va être bien que cette personne-là, elle marche plus que d'habitude, qu'elle fasse, par exemple, voilà, qu'elle marche plus que d'habitude, tout simplement. Si aujourd'hui, cette personne, en moyenne, sur une journée, elle fait 2000 pas par jour,
ben, je ne vais pas lui dire demain, fais 10 000 pas par jour. Parce qu'entre 2 000 et 10 000, le gap, il est beaucoup trop important. Mais si je lui dis, au lieu de faire 2 000 pas par jour, demain, essaie de faire 3 000 pas par jour, elle va essayer et il y a beaucoup de chances qu'elle va réussir. Et déjà, elle va voir la progression parce que moi, l'objectif que je lui ai mis, c'est 3 000 et qu'elle a réussi à réaliser ça. Mais si je lui aurais dit, demain, fais 10 000 pas par jour, elle ne va pas réussir à faire ses 10 000 pas par jour. Ou si elle arrive à faire ses 10 000 pas par jour, elle va se dire, oh là là, c'était beaucoup trop difficile, j'ai mal aux jambes, je ne me vois pas faire ça tous les jours. Et bien là, bien sûr, pour elle, dans sa tête, juste se dire marcher plus, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué. Du coup, c'est important aussi de bien calibrer les choses au départ et d'amener des petits progrès, step by step, mais avec régularité. Et la régularité, elle va être simple parce que ils vont pas forcément trouver ça hyper difficile dans un premier temps. Après la discipline, je vais aussi faciliter la discipline via le groupe. C'est-à-dire moi, de par mon coaching, ma manière de faire le coaching en ligne, parce qu'il y en a plein, il y a plein de manières différentes. Moi, j'aime bien mettre tous mes coachés en relation. Donc, il y a un groupe WhatsApp où j'ai tous mes coachés qui sont sur ce groupe-là. Et du coup, voilà, ils partagent entre eux la motivation. Quand ils vont à la salle, ils le disent. Même quand ça va pas, ils disent que ça va pas. Et du coup, ça crée aussi une petite émulation. Et de voir qu'il y en a un qui allait à la salle, l'autre aussi. L'autre, il dit j'avais la flemme, mais je suis quand même allé. Tu vois qu'il y en a un qui y va alors qu'il est minuit. Et là, pareil, si toi, tu es dans ton canapé en train d'être sur Netflix, voilà, ça travaille dans la tête. Je te dis, ils ont le même objectif que moi, ils se bougent plus que moi, ils ont des résultats. Du coup, si je veux avoir du résultat, il faut que je suive aussi ces personnes-là, quoi. Alors que quand tu fais aussi du coaching à domicile présentiel, tu es seul face à toi-même et tu peux toujours avoir des doutes parce que tu ne sais pas si ce que tu fais c'est bien, si c'est vraiment utile. Alors que là, vu que tous mes coachés ils ont plus ou moins les mêmes conseils et que ça marche, quelqu'un qui est nouveau qui débarque, il voit que ça marche, il va se dire j'écoute, ça marche, j'écoute. Donc voilà, du coup, il y a ça aussi qui fait que ça aide à la discipline. Et après, moi, j'essaie aussi de faire aussi des points régulièrement. C'est-à-dire qu'actuellement, on fait 3 Zooms semaine avec les coachés. Je suis toujours disponible pour répondre aux questions. Je fais venir aussi des intervenants extérieurs. Par exemple, j'ai un pote qui, lui, est spécialiste dans tout ce qui est PNL, motivation, développement personnel. Et du coup, il vient faire aussi des petites masterclass sous format Zoom avec mes coachés. Et en fait, il y a plein de moyens, mais après, la discipline, il faut aussi comprendre que c'est la clé pour avoir tes résultats, quoi. Et que pour avoir un nouveau corps, il faut changer ses habitudes. Et que c'est impossible de changer de corps sans changer ses habitudes. Donc moi, mon rôle en tant que coach, c'est pas d'amener du résultat physique, c'est plus d'amener du changement au niveau des habitudes. Et à partir du moment où je sais que les changements sont là, les résultats ils vont être obligatoires, quoi. Ok. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que tu as décliné le coaching sportif en format bootcamp, tu vois. Le format bootcamp, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le milieu de, tu vois, digital, etc. Et c'est la première fois que j'entends un peu cette approche, donc que ce soit intéressant. Thomas, on a eu beaucoup d'informations. Merci pour tous ces éléments. On arrive à la fin de cet épisode. Du coup, on va terminer avec 3 petites questions qu'on a l'habitude de poser, comme on a l'habitude de commencer l'épisode. Et la règle du jeu sur ces questions, c'est d'y répondre de la manière la plus concise possible. Donc, maximum, c'est 1 ou 2 phrases. La première question, c'est toi, sur tout ce parcours hyper riche, quelle est la plus grosse galère que tu aies connue? Je pense que la plus grosse galère, c'était au niveau des banques. C'est le fait qu'on me dise non et que finalement, si moi, j'aurais pas forcé les choses, je serais resté sur un non, quoi. Et du coup, en fait, pour résumer, pour dire que même si on te dit non, si toi tu y crois, il y a aucune raison que le projet se réalise pas. Très clair. Ta plus grosse fierté, du coup, depuis le début aussi? Ma plus grosse fierté, c'est d'être parti de rien du tout, parce que moi, au moment où j'ai fait mes demandes de prêt bancaire pour ma salle, j'avais même pas 1 000 € sur le compte, véridique, et qu'aujourd'hui, j'ai pu ouvrir une salle, mais plus que d'avoir ouvert la salle, ma fierté, c'est d'avoir pu vendre la salle et qu'aujourd'hui, la salle, elle existe encore. Parce que j'aurais pu vendre une salle qui se casse la gueule tout de suite après, mais c'est quand même plaisant de savoir que tu vends quelque chose, mais qui est toujours là aujourd'hui, quoi.
Tout à fait. Qu'est-ce que toi, tu ferais différemment si tu devais, tu vois, recommencer le parcours là de zéro? S'il y a une chose que tu ferais différemment, ça serait quoi? Alors après mon parcours, j'adore mon parcours, mais on va dire si je referais vraiment d'un point de vue égoïste pour ma propre personne et mon confort, bah, je n'aurais pas ouvert de salle et je serais directement lancé dans le coaching en ligne. Mais de par les circonstances, c'est pas possible parce que c'est vraiment le Covid qui a fait que j'ai pu m'y intéresser, quoi. Ok. Et pour terminer du coup ces questions, à ton avis, tu vois, c'est quoi la plus grande qualité qui est nécessaire à un bon entrepreneur? Ben, une seule, je veux pas. J'en ai deux qui sont Allez. complémentaires. Donc la persévérance, mais avec la persévérance d'avoir la remise en question. Trop cool. Bah, écoute, en tout cas, on a vu effectivement ces deux qualités qui se sont bien dessinées dans ton épisode et on te remercie d'avoir été très riche dans tous les éléments que tu nous as donnés. On te souhaite beaucoup de belles choses sur le coaching en ligne. On va te suivre avec beaucoup d'attention. On mettra pour les gens là qui vont écouter cet épisode tous les liens pour te retrouver, pour en savoir un peu plus sur toi. Et puis, il ne me Yes. reste plus qu'à te souhaiter une très bonne journée et te dire à très bientôt. Ben, merci à vous. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à raconter ma petite histoire. Je pensais pas que ça allait être aussi long, mais apparemment, ouais, j'avais des choses à dire. C'était le podcast des entrepreneurs d'outre-mer. Et on espère sincèrement que ça vous a plu et inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en mettant un like et en nous le disant dans les commentaires. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas rater la sortie du prochain podcast.